Médium, c'est quoi? Le médium, c'est le mot milieu. Ça veut dire le milieu de quelque chose. On est le milieu de quoi? Alors, on peut très bien dire un médium, c'est un intermédiaire entre le monde terrestre et le monde de l'au-delà. C'est plus que ça, un médium. Un médium, c'est quelqu'un qui navigue entre deux réalités. La première, elle est limitée, c'est la nôtre. Et la deuxième n'a aucune limite. L'esprit humain ne pourra jamais appréhender cette autre réalité. C'est pas possible parce que nous, on est cloisonnés dans des choses toutes faites qui nous empêchent même d'imaginer ce qui peut se cacher derrière. Sauf que le médium, lui, il a accès à une partie de cette réalité-là. Après, qu'est-ce qu'il en fait, le médium, de cette capacité? C'est là que le bas blesse. Être médium, c'est pas simplement côtoyer des esprits, des défunts, avoir des prémonitions. Ça, c'est la base, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que tout médium, quel qu'il soit, que ce soit un médium qui pratique l'écriture automatique inspirée, que ce soit un médium peintre, un médium, il y en a 10 000 sortes, des médiums. Quoi que ce soit, quelle capacité il a, la base, ce sont justement, c'est la manière dont il va intercepter ses contacts avec l'au-delà. L'écriture inspirée, la peinture, n'importe quoi, ça reste juste un moyen, un outil pour communiquer avec eux. Après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On peut évidemment faire des contacts avec les défunts. Ça, c'est très beau parce que c'est quand même énorme pour la personne qui perd quelqu'un de pouvoir rentrer en contact avec la personne qui l'a perdu. Mais est-ce qu'être médium, ça se limite à ça? Est-ce qu'être médium, ça se limite au fait de donner des messages de leur guide à d'autres personnes? C'est génial de faire ça. Et on oublie juste un point essentiel dans ce petit créneau-là, c'est que toute médiumnité est donnée d'abord au médium pour qu'il lui-même puisse grandir. Quand on est médium, on a énormément de responsabilités et on a une éthique qu'on doit respecter. La première de toutes, c'est qu'on est des toutes petites choses. C'est-à-dire que nos capacités, en règle générale, si on ne les maîtrise pas, nous pourrissent plus la vie qu'elles nous les arrangent. Elles viennent nous compliquer la vie. Psychologiquement, elles nous mettent toujours en porte-à-faux, parce qu'on n'est pas comme les autres, on ne vit pas comme les autres, on vit une différence qu'on vit mal, les 3/4 du temps. Donc être médium et vivre bien sa médiumnité, ça demande un travail sur soi énorme. Et ça va pas de soi. Tout médium ne le fait pas. Pourquoi? Parce que déjà, ils ne vont pas forcément se donner le même but à atteindre. On utilise sa médiumnité pourquoi? Pour se faire mousser, pour en vivre pécuniairement. Il y a 10 000 choses. Si un médium a choisi de se limiter et d'avoir une vue terrestre sur sa médiumnité, c'est là que le bas blesse. Il n'en fera rien d'autre de sa médiumnité. Et à un moment ou à un autre, il peut déraper. Et déraper dans le sens d'un orgueil démesuré. Et on est quand même dans un monde, le monde de la médiumnité est un monde où en général, l'ego prend une place incroyable. Voilà. C'est-à-dire qu'à force, ça monte au cerveau et parce qu'on est capable de faire des choses que les autres ne font pas, on se prend pour plus qu'on ne devrait être. Et c'est pas bon du tout. Parce que... Oui, c'est un monde très, très malsain. On est en contact avec d'autres médiums, mais il y en a certains, ça dérape au bout d'un moment parce que y a de la jalousie, certaines capacités de développer chez l'autre. Surtout quand il y a une histoire d'argent derrière. Oui, j'allais dire, c'est la cantine aussi. Ça peut se comprendre d'une certaine manière, parce que quelqu'un qui veut en vivre, c'est son métier, donc il doit gagner son gagne-pain, comme on dit, mais ça crée quelque chose de néfaste en même temps. Une espèce de concurrence avec les autres, parce que plus il y aura de médium, moins il y aura d'argent. Ouais, c'est malsain. C'est malsain, et nous on l'a vu, on a une très très mauvaise expérience avec d'autres personnes moi j'en suis tombé des nues, parce que moi je suis pas médium. J'ai vécu des expériences paranormales, mais je suis pas médium. Par contre, ça c'est dans le débat tout à l'heure que Christelle va développer, c'est que je me pose la question en me disant, je me suis mis à la place d'un médium en me disant, voilà, je vois des esprits ou je vois des entités qu'on peut appeler des anges, admettons, et en fait, je suis comme un être humain normal, c'est-à-dire je suis jaloux des autres, je pense qu'au pognon, je fais, ben, ça sert à rien en fait. Si la médiumnité c'est juste que dire, ouais, ton grand-père il te passe le coucou et c'est tout, même pour la personne qui demande au médium, attention, parce que les deux c'est vaste communicant. Je dis que la médiumnité, si ça nous a été donné par...
en s'incarnant sur Terre, c'est que ça doit servir à autre chose que de se rassurer en disant ah, mes grands-parents sont dans un jardin ensoleillé et ils sont heureux. Parce que moi, ça ne me sert à rien, personnellement. Je pense que, enfin, on en reviendra, mais il faut se poser la question, nous, en tant qu'êtres humains, de savoir que l'au-delà existe, d'avoir la preuve que les âmes existent et que les entités supérieures existent. Après avoir fait ce constat, c'est qu'est-ce que j'en fais en tant qu'être humain? Est-ce que je reste comme un animal avec de l'intelligence ou est-ce que j'essaie de m'améliorer en tant qu'être humain? Et ça, c'est valable. Donc, également, pour les médiums, eux, ils sont encore plus mal placés parce qu'eux, ils voient directement les choses. Elle me raconte des choses que moi, je ne vis jamais, mais elle me témoigne, et ça s'est avéré vrai par les choses qui se sont passées chez nous, de contact avec des entités, entre guillemets, supérieures, lumineuses, des anges, quoi, on peut appeler ça comme ça. Mais nous deux, de ce truc-là, on essaie de faire un travail intérieur, parce qu'on est bourré de défauts, on est des êtres humains comme les autres, mais on essaie de cheminer tout doucement. Sans toi, chérie, ça va pas. C'est vrai que je vous rejoins dans le dit, sans savoir que j'ai famille, on présume qu'on est médium, sinon on ne sait pas là, je crois. Parce qu'on a vécu des choses, on ne sait pas comment ça nous arrive. J'ai mon fils aussi qui a loué un appartement et puis qui a vu, il dit maman, je lui ai dit une chose, te moque pas de moi. Puis il m'a raconté ce qu'il avait vu. En fait, il m'a dit, tu vois Canal+, tout brouillé. Voilà, tout brouillé. Il dit, j'ai vu une personne en pied dans le fond de ma chambre, tout blanc. J'allume la lumière et puis regarde. Et puis bon, voilà, et puis son propriétaire, il l'a vu par accident. Puis il dit voilà, j'ai une fuite, et puis le propriétaire, vous pouvez m'aider, j'ai des boîtes à outils, mais elles sont placées trop, vous pouvez m'aider. Il va dans la cantine, et puis il voit des tas de meubles, il voit des cadres, et il y a vu la dame dans le cadeau, c'était le propriétaire de la maison. Qui l'avait vu? Lequel venait pour l'accueillir. Voilà. Et lui, il a eu peur. Voilà, il a eu peur. De toute façon, quand on s'y attend pas, moi si je suis prise dans mes activités, d'un coup, je vois quelqu'un passer, la première réaction, qu'est-ce qui se passe? Le temps que je comprenne, ce qui est en train d'arriver, on n'est pas tout le monde connecté, branché. Un commentaire qui nous passe. Ah ben ça c'est le classique. Le courant d'air froid. Sauf qu'il y ait de fenêtres ouvertes et des choses comme ça. Oui, voilà. Ou alors même l'énergie autour d'eux pour se manifester. Après, c'est cette sensation que vous êtes dans votre lit, puis j'ai l'impression que je tombe par terre, je tombe dans le lit. Ça, c'est votre âme qui bouge. C'est mon âme qui bouge. Ouais, mais à tout le monde. C'est parce qu'elle se décale par rapport au corps physique, en fait. Parce qu'à l'endormissement, c'est pas quelque chose d'inerte dans votre corps. Souvent, ça m'arrive. C'est pas quelque chose qui est figé, qui bouge pas, qui ressortira que quand vous allez mourir. Votre âme, elle vit sa vie. Sauf que elle bouge. Et Comment on se couche et qu'on est sur le point de s'endormir, qu'on est entre deux eaux, votre âme, elle est déjà en train de commencer à préparer sa sortie. Donc de temps en temps, vous avez cette impression de fouf, tomber dans le lit. On est en train de tomber, ou ça peut arriver en état de veille. Vous marchiez, tout à coup, vous avez l'impression que vous allez partir en avant, alors qu'en fait non, vous êtes toujours bien debout sur vos pieds, c'est strictement rien passé, vous avez l'impression de partir en avant. C'est votre âme qui vous joue des tours, elle est en train de sortir, de se décaler. C'est pas quelque chose qui est inerte en nous et qui est figé. Bien au contraire. Le but de l'incarnation, c'est de s'incarner, mais on ne le sait pas. Qu'on est des âmes incarnées, par contre, notre âme, nous le sait. Il faut faire la distinction entre nous et notre âme qui est quand même une différence. Ça fait qu'elle vit des choses que nous, on ne le sait pas. On le saura quand on mourra. Mais pour l'instant, on ne le sait pas. Parce que le but du jeu, c'est d'arriver à... La vie est un examen, c'est-à-dire arriver à passer à l'examen, mais sans connaître la réponse. Sinon, ce serait trop facile. C'est pour ça qu'on a souvenir de rien, en vérité, sauf quelques personnes qui ont des souvenirs de vie antérieure ou des choses comme ça. Mais... Tu peux avoir des souvenirs, des réminiscences de choses. Oui, pardon. Non, il n'y a pas de mal. Le devoir de tout bon médium, s'il veut être bon médium, c'est d'être resté super humble et de savoir qu'il faut qu'il travaille sur lui-même. Voilà. Pourquoi? Parce que tombez pas dans le panneau de vous dire que parce que vous êtes médium ou que vous connaissez des médiums, ce sont des êtres spirituels. Médium, spiritualité, c'est pas un truc qui va de soi, qui est forcément lié. On peut être médium et n'être préoccupé que par le quotidien et son propre bien-être. Ce qui est également valable pour les personnes qui s'intéressent à la médiumnité. C'est-à-dire
qu'une personne, c'est pas parce qu'elle va s'intéresser à l'au-delà, lire 40 000 livres sur l'au-delà, les côtoyer des médiums, que ça fait de cette personne une personne spirituelle. Qu'est-ce qu'on met sous le mot spiritualité? Est-ce que la spiritualité, c'est de croire en Dieu? Est-ce que la spiritualité, c'est de croire en l'au-delà et en l'existence de l'âme après la mort? Est-ce que ça fait de vous des gens spirituels de croire ça? La spiritualité, c'est absolument pas ça. La spiritualité, ce n'est pas aller voir un médium parce qu'on veut savoir si on va gagner au loto, parce qu'on veut savoir si on va tomber sur l'amour de sa vie dans 6 mois, parce qu'on veut savoir si enfin on va avoir un peu moins d'emmerde dans nos vies et être un peu plus heureux. C'est pas ça la spiritualité. Là, vous êtes dans des demandes d'ordre matériel et humain. La spiritualité, c'est beaucoup plus profond que ça. Et ça se résume à un mot, c'est le mot amour. Amour des autres et amour de soi. Mais pas l'amour égocentrique et narcissique. Pas l'amour humain qui consiste à dire je t'aime à condition que, parce que nous, quand on aime humainement, c'est si tu m'aimes, il faut que tu adoptes mes idées, il faut que tu aimes ce que j'aime, et surtout, il faut que tu tournes le dos à tous ceux que j'aime pas. Tout est soumis à condition. L'amour humain, il rime avec possession. Si tu m'aimes, tu m'appartiens. Tu es à moi. L'amour humain, c'est très simple. Ça, ce que vous voulez savoir, c'est que l'amour divin, il est simplement, radicalement à l'opposé de ce qu'on fait tous les jours ici. C'est pas soumis à condition. Ça n'a rien à voir avec la possession. Au contraire, vous êtes libre. Libre de rester vous-même. Libre d'être ce que vous êtes. Au moment là où on vous parle avec vos qualités, vos défauts, vos erreurs, vos faiblesses, vos points forts. On vous aime tel que vous êtes maintenant. Mais il faut rester honnête avec soi-même. La spiritualité, c'est quoi aussi? C'est se regarder soi-même tel qu'on est. On est constamment dans une société où on se victimise. Quand on n'est pas heureux, c'est la faute du voisin, c'est la faute du frère, c'est la faute de la mère, des gosses, de l'État, de l'Église, de tout ce que vous voulez, de la mairie, des impôts, de tout, mais c'est jamais notre faute. Jamais. Nous, on n'y est jamais pour rien. Et on est dans des états de colère permanents parce qu'on est tout le temps en train de se dire si je vis ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai croisé celui-là m'a dit ça, là on m'a envoyé un courrier qui m'a pas plu, etc., etc., etc. C'est vrai dans un sens, mais ça a ses limites. Parce qu'effectivement, des cons, on en croise partout, des gens qui vont nous pourrir nos journées. On ne peut pas les éviter, la société est compliquée en ce moment, économiquement c'est une galère pour beaucoup de gens, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a toujours un rôle à jouer dans tout ce qui nous arrive. Quand on se prend la tête avec quelqu'un, pourquoi ça a pris des proportions comme ça a peut-être pris des proportions? Parce que nous, on a eu une certaine façon de réagir face à l'événement. Face à la personne, face à l'événement. C'est notre propre regard aussi qui fait que la situation peut totalement dégénérer ou rester dans certaines normes, certaines choses acceptables. C'est aussi notre propre regard qui fait qu'un événement prend une ampleur désastreuse ou prend une ampleur assez raisonnable tout de même. Nous, on est maître de ça, personne d'autre. Quelqu'un peut vous pourrir votre journée, mais vous pouvez décider de faire en sorte qu'elle vous la pourrisse pendant des mois parce que vous allez rester branché sur cette personne et ruminer et ressasser et encore, et encore, et encore. Et là, c'est plus la personne qui est responsable de votre malheur, c'est vous. Et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Être spirituel, c'est être capable de se regarder dans une glace et de se dire « j'ai encore du boulot ». Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi quand telle personne me dit ça, ça me fait mal? Pourquoi ça lui réveille de la colère? Pourquoi là j'ai de la jalousie? Pourquoi là je me sens triste? Pourquoi j'ai le sentiment d'être abandonnée? Pourquoi je me sens mal aimée? On a tous des points faibles comme ça, on a tous des trucs qui vont voir. Mais il faut aussi savoir les prendre et se dire c'est pas inhérent aux autres, ça c'est inhérent à nous. On a des points faibles, on a des failles parce qu'on trimballe des souffrances qui ont laissé des marques et dont on n'arrive pas à se défaire. Elles peuvent être dues à cette vie-là, elles peuvent être dues à d'autres vies. La seule personne qui peut vous débarrasser de ça, c'est vous. Et encore faut-il que pour vous en débarrasser, vous ayez le courage de les voir, de vous voir tel que vous êtes.
tant qu'on se ment en soi-même, on n'évolue pas. On stagne et en se mentant en soi-même, on reste plongé dans des schémas qui vont se répéter inlassablement et c'est des schémas de souffrance. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne certaines leçons et c'est pas en se victimisant et en pleurnichant sur notre pauvre petit sort qu'on apprend quoi que ce soit. Alors être spirituel, c'est déjà être capable de se dire qui je suis et de se dire ok, là il y a eu un clash. Là, je suis dans une situation, je suis morte de peur, ou là, mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Qui peut mieux comprendre vos émotions et vos sentiments que vous-même? Il n'y a pas à avoir de honte, c'est pourquoi les gens n'osent pas se regarder tels qu'ils sont, parce que ça ne fait pas plaisir de voir qu'on n'est pas super fort en toute situation, et qu'il y a des situations qu'on est incapable de gérer. Qu'émotionnellement, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait être. Il n'y a rien de plus difficile à contrôler qu'une émotion. Et pourtant, c'est très important d'être honnête avec soi-même par rapport à ça. Parce que y a une phrase qui dit les autres ont le pouvoir qu'on veut bien leur donner. Et c'est vrai. C'est vrai. Les gens sont constamment branchés dans des sentiments et des émotions qui sont la colère, la rancœur, l'envie. On veut toujours avoir ce qu'on n'a pas. Ce qu'on a, ça nous paraît tout à fait normal de l'avoir. On ne le voit même plus. On s'en contente de toute façon pas. Et dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre vie, on essaye de chercher sur quel dos on va bien pouvoir le coller. Et ça, c'est toxique. Et là, vous pourrez aller voir tous les médiums que vous voulez, vous pouvez rentrer en contact avec l'au-delà vous-même si ça vous amuse, mais vous êtes tout sauf dans la spiritualité. Être spirituel, c'est se voir tel que l'on est. C'est accepter aussi qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et c'est accepter, surtout pour un médium, que quand on est en contact avec l'au-delà, c'est parce qu'on a du boulot à faire sur soi. La toute première chose à faire, c'est celle-là. Si on est incapable de faire un travail sur soi, on fait comment pour faire un bon intermédiaire, un bon transmetteur, et puis de montrer le chemin aux autres? C'est impossible. Moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous parler si moi-même, je n'en avais pas pris la plein la figure, et si je n'avais pas, à un moment donné, été tellement au pied du mur que les faux semblants, j'ai dû les prendre et les jeter loin pour être face à ce que j'étais vraiment, c'est-à-dire pas ce que j'aurais envie d'être. Et c'est comme ça, je suis comme je suis, point barre. À un moment donné, quand j'ai accepté de me regarder telle que j'étais, j'ai pu commencer à grandir. Et ça veut dire, sans faux semblant, ça veut dire avec ce qui est lumineux, puisqu'il est moi aussi. Ça, c'est être spirituel. Être spirituel, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est. Être spirituel, combien de gens vous avez déjà croisés, j'espère que vous n'en faites pas partie, qui vont devant leur télévision dire oh, les pauvres personnes qui n'ont pas de logement, qui n'ont rien à manger, qui machin. On pleurniche devant son écran. On est horrifié de voir ça. Par contre, quand on croise les mêmes personnes dans la rue, quand on croise soi-même un SDF, quand on croise des personnes qui auraient besoin de nous, on fait ça. Et surtout qu'ils ne me demandent rien, mais pourvu qu'ils ne me demandent rien, je ne veux pas qu'ils me voient. C'est ça, quoi. Et puis s'ils me demandent quelque chose, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Mais il y en a combien des gens qui font ça? Et c'est ces mêmes personnes que de temps en temps vous croisez sur Facebook ou sur vos chemins et qui vont vous donner des leçons de vie. Qui vont mettre des j'aime partout, des petits cœurs, des namastés, c'est un grand niveau de namasté maintenant. Ils ont ça dans la bouche, mais quand il s'agira de poser l'acte en adéquation avec ce qu'on prétend être, il n'y a plus personne. Pour savoir ce que vaut une personne, n'écoutez pas ce qu'elle vous dit, regardez les actes qu'elle pose dans la vie. Voilà. Et en fonction de ces actes, vous pouvez vous dire c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la spiritualité ou qui est complètement à côté de ça. On n'aime pas l'autre quand on voit quelqu'un souffrir et qu'on est capable de détourner les yeux, détourner le regard et de faire comme si on n'avait rien vu parce que tout ce qui nous importe c'est notre propre bien-être et notre propre petite vie. Et à l'heure d'aujourd'hui, on vit quand même majoritairement dans une société qui fonctionne comme ça et qui n'a strictement rien de spirituel. Et là, on peut être médium, on peut être canal, on peut être ce qu'on veut. Ça n'empêche pas qu'on fonctionne exactement comme ça. Pourquoi? Parce que les bonnes valeurs, on ne les a pas. Le travail qu'on doit faire sur soi, on ne le fait pas. Un guide qui vient vous parler, il ne viendra jamais vous flatter pour vous dire tu es la plus belle, la plus jolie, la plus gentille. Non, votre guide, quand il vient vous parler, il va vous dire ce qu'il a à vous dire. Il ne va pas forcément être vache avec vous, c'est pas ça le but. Mais ce qu'il a à retravailler, il vous le dira aussi. Et il faut savoir l'entendre. Donc l'être spirituel, c'est aussi rester humble. Un médium, un bon médium, pour moi, c'est quelqu'un qui est obligé d'être spirituel. Et on n'en croise pas à tous les coins de rue.
Ça n'a rien à voir avec l'argent. Un bon médium, ça peut être quelqu'un qui est installé et qui se fait payer. Ça peut être quelqu'un de très spirituel. Le fait qu'un médium ne se fait pas payer ne fait pas de lui quelqu'un de bien, de généreux et d'ouvert aux autres. Il faut se méfier des apparences, des faux semblants et des croyances qui sont erronées. Un médium qui est choisi dans le livre, il est aussi dans la démarche de dire je consacre ma vie qu'à ça. J'ai ce don, je vais pouvoir l'offrir à une majorité de personnes, donc il faut bien qu'il fasse bouillir sa marmite, il faut bien qu'il l'amène à manger, qu'il paye ses loyers comme tout le monde, le banquier s'en fout qu'il y ait un médium, ce qu'il veut, c'est l'argent. Donc c'est pas parce qu'on se fait payer qu'on est charlatan. C'est trop facile, moi ces raccourcis-là, je les aime pas non plus. Le bon médium, vous allez voir à quoi, c'est quelqu'un qui sait rester humble, c'est quelqu'un qui ne se mettra pas en avant, c'est quelqu'un qui fera attention à ce qu'il va vous dire aussi. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est pas parce que vous captez des choses qu'il faut le dire. Il faut réfléchir à ce qu'on capte. C'est là que je te dis, il y a une éthique à respecter. On a à faire marcher notre cerveau, notre cœur, et à se dire qu'est-ce que l'information que je vais donner là, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la personne en face. Si c'est une information qui va juste générer de l'angoisse et de la peur, on ne la donne pas, c'est pas la peine. Quel est l'intérêt d'aller dire à quelqu'un dans 6 mois vous allez perdre votre mari, ou votre fils je le vois mourir dans quelques années? Bien, ben c'est très bien, parce que les années qui restent à vivre à cette personne avec son fils, elles seront pourries à vie. Elle sera dans l'angoisse tout le temps, elle sera stressée tout le temps, elle aura une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Est-ce que c'est intelligent, humain, spirituel? Est-ce qu'il y a de l'amour et de la générosité dans le fait d'aller dire ça à une personne? Moi j'ai vu l'autre. On m'a dit que mon mari, il y a quelques années, on m'a dit votre mari va mourir dans les 3 ans qui arrivent. Et votre garçon va avoir des démêlés avec la police. Il n'y a jamais eu, mon mari il est toujours là. Mais vous avez été angoissée. Ah, pendant 3 ans, j'ai pleuré. Pendant 3 ans, j'ai pleuré. Voilà, faut. Alors, le monde de la médiumnité, c'est un monde qui est d'une complexité incroyable, l'humain étant déjà extrêmement complexe. Imaginez-vous ce que ça donne quand on côtoie ça. C'est très important de faire attention. Moi, je vois les gens, ils ont tendance à avoir il y a 2 extrêmes. Soit on prend les médiums pour des dieux, on les idéalise à mort et puis on a besoin de les voir, de les toucher, de les machins, de les voir et de les revoir encore et encore et encore, parce qu'on s'imagine que parce qu'ils sont en contact avec l'au-delà, ça fait d'eux des gens mieux que les autres, ce qui est une bêtise incroyable de penser une chose pareille. On est des gens, ni plus ni moins comme tout le monde. Voilà, c'est tout. Avec peut-être une charge en plus, ça c'est sûr. Mais, et puis il y a les personnes qui ne sont pas saines non plus. Le problème dans la médiumnité, il vient pas seulement des médiums qui n'ont pas de scrupules, hein. Il vient aussi des gens qui vont côtoyer les médiums, qui vont aller demander des choses aux médiums. Pour le vivre, moi, je peux vous dire que les gens ne sont pas du tout dans une quête spirituelle, ne sont pas, quand ils viennent me demander, m'appeler au secours, je suis en pleine dépression, je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire, tout va très bien jusqu'à ce que vous commencez à leur demander de faire un travail sur eux. Juste le simple fait de demander parfois aux gens de me raconter ce qui ne va pas dans leur vie, pour pouvoir démarrer un travail en profondeur, moi je ne vis pas de ça. Je ne vis pas de ça du tout. Donc moi je peux me permettre le luxe de faire du travail avec les gens qui vont durer parfois des semaines et des mois. C'est un travail d'accompagnement. La guidance spirituelle, ça ne se fait pas en 5 minutes ou en une demi-heure. C'est un travail de longue haleine. Mais si je vous disais que sur, je ne sais pas moi, 10 demandes, il y en a peut-être une qui aboutit. Parce qu'à partir du moment où vous demandez à la personne de s'investir, de faire un travail sur elle, il n'y a plus personne à l'autre bout. C'est pas ce qu'on attend d'un médium. Trouvez-moi une solution, une baguette magique, une potion qui va faire que ma vie d'un coup de merdique va devenir splendide. Les gens, c'est aussi foireux leur démarche quand ils viennent voir un médium. Ce n'est pas sain. Donc forcément, ça va aussi entraîner une déviance au niveau des médiums. Quand un médium est constamment abordé par des gens, soit qui veulent rentrer en contact avec des défunts encore et encore parce qu'ils n'en ont jamais assez, ça aussi, il y a une espèce de surconsommation qui n'est pas saine du tout. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il va faire le médium? Vous croyez qu'il peut rentrer 10 fois en un mois avec le même défunt, mais vous croyez que le défunt il a que ça à faire?
Donc il va faire quoi? Soit il dit à la personne, je suis désolée, là je peux plus, j'ai mes limites. C'est pas moi, un médium qui vous dit qu'il a ça sur commande, donc claquant des doigts, partez en courant. Hein. C'est un menteur. Est-ce que moi je peux obtenir de vous que vous veniez me voir quand je claque des doigts? Vous viendriez? Et vous croyez que là-bas le font? On est qui, nous, pour s'imaginer qu'ils sont là pour répondre à nos demandes quand on veut et que n'importe qui vienne au moment où nous, on leur demandera de venir, on en a besoin. Est-ce qu'on est dans l'humilité, dans l'intelligence de penser des choses comme ça? Ils viennent quand ils peuvent, et puis quand ils en ont envie, quand ils estiment que vos demandes sont justifiées, que la démarche est bonne et belle. Et je peux vous garantir qu'il y en a pas beaucoup. Des bonnes et des belles. Quelqu'un a une entité qui va très bien, qui est bien où elle est. Si votre démarche, elle est franchement bardée d'intentions pas si bonnes que ça, on va peut-être rechigner à venir. Une âme qui est en souffrance va sauter sur l'occasion pour venir parce qu'elle a besoin de ça. Mais le médium qui est côtoyé que par des personnes qui viennent comme ça dans un but qui n'est pas franc, parce qu'on va prétendre venir pour certaines choses, et au final c'est pas vrai, on vient pour autre chose. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte, lui? Forcément, à un moment donné, il est obligé de donner aux gens ce que les gens attendent. Donc si on est aussi confronté à un moment donné à du brodage, à des phrases toutes faites et bateaux, on entend souvent, ouais, mais le médium, quand il dit ça, qu'est-ce qu'il prouve à la personne qu'il est avec la bonne entité? Parce que finalement, c'est bateau, ce qu'il a dit à celle-là pour aller à son voisin, et ainsi de suite. Mais on le met aussi dans des positions où il est obligé de faire ça. De toute façon, le 3/4 des gens, ils s'en foutent si ce que vous dites est vrai. Ils veulent être flattés. Ils veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous êtes payés pour ça. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pourri dans le royaume de la médiumnité? Je vous le demande. Oui, c'est ça, j'ai un discrédit sur C'est trop facile de toujours dire les médiums sont des charlatans et puis les gens qui viennent les voir des pauvres victimes. Moi, je vous dis que c'est pourri des deux côtés. Pourquoi? Parce que il faut que les gens fassent le clair en eux-mêmes. Si sincèrement ils ont juste envie d'une baguette magique et d'une potion, il existe des sorciers. Ils s'en cachent pas de l'être, hein, d'ailleurs. Allez les voir, non? Et puis ils vous font un grille-grille, une incantation, machin, vous ferez l'incantation 10 fois chez vous, et puis vous aurez peut-être ce que vous voulez. C'est pas le boulot du médium. Un vrai médium, il est là pour vous faire avancer, c'est-à-dire que si vous bloquez parce que vous êtes en peine, parce que vous vivez mal un deuil, etc., là, le contact avec le défunt, il va prendre toute sa beauté, toute son importance. Si vous venez à un contact avec le défunt pour savoir où Pépé il a craché son trésor dans le jardin, je suis pas sûre que ça apporte grand-chose à quelque chose. Je vous dis ça, moi j'ai déjà eu le cas. Hein. J'ai été contactée par plusieurs cousines qui savaient que le monsieur avait de l'argent qu'il avait planqué je ne sais pas trop où et qui était très riche et se posait la question de savoir qui il avait couché sur son testament et qui aurait qui et quoi. Est-ce qu'on contacte un médium pour ça? Personnellement, ma médiumnité, je ne l'ai pas pour ça. Moi, si vous êtes dénué de spiritualité, mais je vous en conjure, passez votre chemin parce que je n'ai pas de temps à perdre. Vous voulez grandir intérieurement? Je suis à votre disposition. Vous êtes juste en train de vous mentir à vous-même et donc de me faire perdre mon temps, oubliez-moi. C'est pour ça que je n'en vis pas, parce que je ne suis pas prête à faire cette concession-là. Ici, il y a beaucoup de gens qui apparemment ont des capacités. Vous les avez parce que vous avez un travail à faire sur vous-même. Et quand vous aurez fait ce travail sur vous-même, vous aurez une vision sur la vie qui sera plus sage, plus posée. Vous aurez un regard avec un peu plus de recul et vous pourrez commencer à éclairer les autres. Pourquoi ça va si mal sur Terre? Les gens sont fermés, aveuglés. Le b.a.-ba, ils ne l'ont même plus. C'est-à-dire que les 3/4 des gens ne savent même plus qu'ils ont une âme en eux, que leur âme est vivante. C'est pas juste un truc abstrait. On a besoin de réveiller les consciences, on a besoin de réveiller plein de choses. La Terre va mal, si elle va mal, si l'humanité va mal, c'est parce qu'on se trahit à longueur de temps. Prendre conscience que l'au-delà existe, c'est une importance capitale. Parce que quand on aura pris conscience que l'au-delà existe et qu'on aura, après avoir fermé les yeux, on a des comptes à rendre, non pas à Dieu mais à sa propre conscience, et c'est pire que tout, ben on fera peut-être un peu plus attention à ce qu'on va faire pendant notre vivant.
Et on est là pourquoi? Pour s'aimer soi, tel que l'on est, comme je le dis, mais pour aimer l'autre, et aimer l'autre vraiment dans ce que le mot amour a de plus beau. Et quand vous rendez service à quelqu'un, vous posez une bonne action à une personne, faites-le vraiment juste par amour pour elle. Si vous posez une bonne action en disant ben, comme ça, j'ai gagné une marche au paradis, il y en a beaucoup. Quand elles font du bien aux autres, c'est d'abord parce qu'elles estiment, elles pensent que derrière il va y avoir une récompense quelque part. Le bien que vous faites, il est annulé par la volonté que vous y mettez derrière. Le but va annuler l'acte que vous avez posé. C'est simplement aimer. Voilà. Réapprendre ce que c'est qu'aimer parce qu'on sait ce que c'est qu'aimer. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où dès qu'on donne trop de nous, les gens abusent. C'est ça le problème, c'est que moi c'est vrai que j'ai tendance à redonner ma chemise et les gens le savent, ils viennent dire Ils le sentent. Ils le sentent. Mais oui, mais parce que... Moi, j'ai même... Oui, on appelle Mère Teresa d'ailleurs. Oui. Alors, le souci est là, mais moi je donne, voilà, parce que j'attends pas un retour. Mais pourquoi Parce qu'on déséthéré. on nous sent à 10 km. On est entouré de personnes qui sont majoritairement pas comme ça. Donc ces personnes, elles sont comment? Elles sont nombrilistes, égocentriques, et elles se servent des autres pour obtenir ce dont elles pensent avoir besoin. Alors qu'en fait, elles se créent des besoins qu'elles n'ont pas. Mais ils ont des radars, ces gens. Les manipulateurs, les profiteurs, ils ont des radars. Ils savent capter la bonne proie. Ils vous voient 10 km avec votre gentil petit aura et votre générosité. À chaque fois, voilà, je suis dans la rue, bingo, il y a moi, plein de monde. Une personne vient me parler. Moi, tout le temps moi. La fille, elle me dit, mais c'est pas possible. Un monsieur, quand même, voilà, qui m'engage la conversation, donc j'engage parce que je ne veux pas être méchant et puis ça ne me porte rien, quoi, puis de la politesse. Mais il y a d'autres personnes, c'est moi. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour apporter ça? Ça me. Parce que j'ai une tête à ça. Vous avez. Non, c'est pas votre tête. C'est ce que vous dégagez. Je dégage pas parce que je veux autre chose. On ne se rend jamais compte de ce qu'on dégage quand même. On s'en rend pas compte. Mais par contre, ça ne me gêne pas, hein, mais je me dis, merde, j'aurais dû faire un système social. Vous avez une âme possède des vibrations, des caractéristiques qui lui sont propres. Chacun a des caractéristiques différentes. Hein? Et il faut bien vous imaginer qu'une âme, c'est une boule d'énergie. Une énergie qui est composée de différentes choses. C'est une énergie qui va être composée de différentes couleurs, etc., qui va vibrer de différentes manières, mais selon votre état d'esprit, selon justement que vous soyez généreuse, ouverte aux autres, etc., vous allez vibrer de manière totalement différente que quelqu'un qui est fermé, manipulateur, etc. Les vibrations, on a l'impression qu'on les capte jamais, mais c'est faux. Quand vous êtes face à quelqu'un qui d'emblée va vous mettre mal à l'aise, comment vous croyez que ça marche? Pourquoi vous allez avoir ce sentiment de malaise? Ou l'inverse, pourquoi vous allez être spontanément à l'aise avec quelqu'un, bien, l'impression qu'il n'y a aucune gêne, on se sent à l'aise, etc., on a envie d'aller... C'est pas votre corps qui vous dit ça, c'est pas votre mental qui vous dit, c'est quelque chose qui est totalement irraisonné, on ne réfléchit pas, on n'analyse pas ça, ça se fait comme ça. Mais c'est parce que ça se joue sur le plan vibratoire. C'est les deux âmes qui dégagent une énergie très particulière, qui vont soit être des énergies qui vont se repousser, soit des énergies qui vont s'attirer. Voilà. Et ça, je vous conseille à tous de toujours écouter ça. Parce que quand vous ne l'écoutez pas, vous en êtes tous mordus les doigts. Maintenant, j'écoute. Je le sens quand j'ai une personne qui est là, moi, j'ai un ressenti qui fait que je la sens pas, soit pas bonne, ou soit je me dis, elle vient vers moi, mais c'est pas honnête. C'est pas honnête. Il faut être très à l'écoute de ça, parce que ça évite des écueils. Après, il faut savoir que quand on a une tendance naturelle à être proche des autres, à les aimer, etc., il faut là aussi toute l'importance du travail sur soi, parce qu'il faut savoir gérer ça. Il ne faut pas s'ouvrir à tout et à tout le monde. Les premières choses qu'on m'a dites, c'est attention, fais attention, ne laisse pas rentrer tout le monde. Est-ce que chez toi, ta porte est ouverte et tu laisses rentrer n'importe qui? On sonne, on se présente et tu choisis de laisser rentrer ou pas? C'est pareil pour la médiumnité. Il ne faut pas se laisser parasiter tout le temps par n'importe quel esprit, n'importe quelle identité, parce que là, ça va devenir franchement infernal.
vous allez être pompé tout le temps, fatigué, Ouais, pas bien. fatigué. À force, c'est usant. Surtout qu'en plus, en général, quand on a cette tendance-là, on est incapable de penser à soi. On est tout le temps en train de se donner aux autres, puis si nous-mêmes, on n'existe plus. Ça va te plaire, hein. C'est une combinaison qui est tout le temps, on l'a trouvé, ça marche toujours ensemble, ça. Tout le temps. Donc ça, c'est aussi un apprentissage, et c'est compliqué. Parce que quand on a ça en soi, c'est terrible de réfréner ça. De se dire, ma capacité à donner là, elle a atteint ses limites, je ne peux plus, moi j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me remplir. Et là, alors que ce soit par rapport aux entités ou à des êtres humains, à un moment donné, c'est je suis plus là, je suis aux abonnés absents. C'est difficile. C'est difficile de dire non. Moi, je peux pas. C'est très dur, mais ça s'apprend. Non, mais ça même en prenant sur soi, on mais dit oui quand même que. Mais ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on fasse. Moi, je me dis toujours ça. Moi aussi, Je donne toujours dire non, et c'est je me dire dis, oui à Ah oui, mais non, mais vous vous respectez quand maintenant. Bah ouais, mais. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez redire ce que vous venez de dire? Ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me retrouve là. Alors moi, je lui donne parce que ben voilà, ils ont besoin d'écoute, ils sont pas venus par moi par hasard, donc j'ai pas le droit de leur faire ça, c'est ce que je me dis. Si, vous avez le droit. Si vous êtes dans un jour où vous n'êtes pas bien, ou vous-même. Moi, quand je suis pas bien, ils viennent pas, ça c'est clair. Voilà, je suis pas bien, quand je suis pas bien, il n'y a personne. Alors, c'est très bien. Vous voyez, ça s'équilibre. Je prends sur moi, je me dis, bon, bah c'est voilà, c'est notre trajectoire de vie. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est très bien équilibré chez vous. Si quand vous n'êtes pas bien, personne vient vers vous, ça se passe pas toujours comme ça. Ça se passe vraiment pas toujours comme ça. Quand on est dans cette démarche d'aide, etc., et qu'on est des mères Teresa sur pattes, qu'on soit bien ou pas bien, je peux vous dire qu'on vient vous vampiriser, vous parasiter, parce que les personnes qui viennent se contrefoutent du fait que vous alliez pas bien. Il ne faut pas oublier que la vie est faite de rencontres et d'expériences qu'on acquiert en rencontrant les gens. Peut-être que de dire non à quelqu'un qui est tout le temps dans la demande sur les autres, ça lui donnera une bonne leçon. Oui. C'est ça aussi qu'il faut que dire. Les gens grandissent parce qu'il faut par penser, c'est pas de l'égoïsme de dire que je pense à moi avant les autres, mais c'est très différent de dire je ne pense qu'à moi. Attention, il faut bien penser à soi, il faut bien être déjà équilibré dans sa tête et dans son corps avant de s'occuper des autres. Si vous donnez trop, à chaque fois que vous rencontrez des gens, ils en profitent, vos voisins, ils savent que si, que ça, que ça. Vous avez une limite, que ce soit une limite mentale de toujours s'occuper des autres, puis une limite aussi matérielle, parce que quand on parlait d'aider les autres, ça nous est déjà arrivé d'aider un SDF en lui donnant à manger, mais on a notre propre limite. Je ne pourrais pas lui verser de l'argent, on fait ce qu'on peut, il faut faire ce qu'on peut, mais il faut déjà se préserver soi-même. Parce que les autres, ils ne vous feront pas de cadeaux. La vie, elle est faite comme ça. Il ne faut pas oublier, quand on est mère Teresa, on a une fâcheuse tendance à vouloir materner. Et protéger, mais à outrance. Et là, c'est pas bon, parce qu'en protégeant trop les autres, vous les empêchez de se prendre de plein fouet les murs qu'ils sont obligés de se prendre, parce qu'à trop protéger les gens, on les empêche de grandir aussi. À toujours leur éviter tous les déboires possibles et imaginables, à faire toutes les démarches à leur place, à attendre, non, je vais faire ça pour toi, mais quand est-ce qu'ils grandissent? Qu'est-ce qui vous a permis de grandir à tous, de gagner en maturité, en sagesse? C'est l'expérience. Et si vous empêchez les autres d'expérimenter, vous ne pourront jamais grandir. Et c'est quand même dommage de mourir aussi bête que quand on est au monde. Il faut grandir. La vie est faite pour grandir. Et tout ça s'apprend. Tous les bons sentiments n'aboutissent pas forcément à des actes qui sont bien posés. On peut faire des choses par bons sentiments, puis finalement on se rend compte après qu'on aura mieux fait de s'abstenir. Aider tout le monde de n'importe quelle manière, c'est pas bon non plus. C'est ce que je me tue à dire, c'est un juste équilibre. Il faut faire attention aussi à cette impulsion première qu'on a quand on a ce syndrome de Mère Teresa, de toujours vouloir aider, faire à la place, de protéger. Il faut le faire dans une juste mesure, et ça se fait comment? C'est-à-dire en analysant la situation devant laquelle vous êtes confronté, la personne qui vient vers vous. Quel est son problème? Comment fonctionne cette personne? Et qu'est-ce qui est judicieux de faire ou de ne pas faire? Parce que faire à la place de l'autre, souvent, ça n'apporte rien de bon. Expliquer à l'autre. Donner le conseil, lui dire voilà ce que tu devrais faire, pas faire, ce
ce que moi je ferais à ta place. S'il te dit, je ne sais pas comment je dois m'y prendre, ben voilà, je te montre, je t'explique, je vais te montrer une première fois, je t'explique, mais après il faut lâcher. Laisser les personnes se responsabiliser. Et là, j'en reviens encore au fait qu'on vit dans une société d'assistés, où les gens attendent qu'on fasse tout à leur place. Ils sont dans une situation, c'est le principe de la victime aussi, ça, de la déresponsabilisation, c'est-à-dire on n'a pas à attendre que quelqu'un fasse l'effort à notre place. Et c'est impossible. On ne peut pas. Quelqu'un qui veut être heureux doit commencer par faire un travail sur soi. Le regard, le bonheur, vient pas de l'extérieur. Ça vient pas d'un bien-être matériel. Le bonheur, c'est intérieur. C'est un regard qu'on porte sur soi et sur le monde qui est très particulier et qui va faire que peu importe ce qui vous arrive dans la vie, vous allez pas vous apitoyer sur votre sort et en vouloir au monde entier. Le bonheur, la clé du bonheur, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Mais ça c'est le seul apprentissage que vous pouvez essayer de faire aux autres et c'est le seul réel service que vous pourrez faire aux autres. C'est les aider à prendre conscience de qui ils sont, de ce pourquoi on est là et de surtout le changement qu'il faut faire en nous tous. Hein. Si on ne prend pas conscience tous autant qu'on est, qu'il faut qu'on arrête de se focaliser sur ce qu'on nous a appris à faire à longueur de temps, c'est-à-dire se focaliser sur le bien-être apporté par nos 5 sens, manger, boire, se vêtir, avoir chaud, avoir une maison sur notre tête, et puis après tout le superflu, hein, parce que est-ce qu'on a sincèrement besoin du 3/4 de ce qu'on possède? On se crée des besoins qui sont fictifs. Et pourtant, on en veut toujours plus. Donc notre malheur, on se le fabrique tous les jours. Parce qu'on pourrait très bien vivre avec 1000 fois et sans aucun problème. Mais pourquoi on cherche toujours à en avoir plus? Parce qu'intérieurement, on est vide. On est des coquilles vides. Donc on va mettre plein de choses sur le dessus de la coquille en se disant, si je suis vide dedans, je vais en amasser dehors. Et vous aurez beau amasser dehors, ça ne remplira jamais le vide qu'il y a dedans. Pourquoi on aime mal l'autre? Parce qu'on attend de l'autre qui vienne combler les vides qu'on a nous en soi. Si on est incapable de s'aimer, on va être très dur dans les exigences qu'on a avec l'autre en face qu'on aime. Parce qu'il va falloir qu'il nous aime doublement, qu'il nous donne son amour plus l'amour qu'on est incapable de se donner. C'est pas faisable, hein? Personne ne peut vous aimer à votre place. Les autres ne sont pas là pour combler nos manques ou nos vides. De toute façon, ils n'y arriveront jamais. Il n'y a que nous qui pouvons les combler. Quand on est seul, sans musique, sans rien, et qu'on rentre dans une panique totale. Parce que de nos jours, s'il n'y a pas de la musique, la télé, l'ordi, machin, une stimulation X ou Y, c'est la panique. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu peux déjà être seul face à toi-même. Qu'est-ce qui est plus paniquant au jour d'aujourd'hui que d'être seul face à soi-même? Les gens ont peur de ça. Pourquoi? Ils ont peur de ce qu'ils peuvent trouver. C'est-à-dire que leur vie, elle n'a aucun sens. Est-ce que ça a sens de se lever, de travailler, de manger, et que le jour où tu fermes tes yeux, quand on te dira qu'as-tu fait de ta vie? J'ai une belle voiture, une belle maison, j'ai bien fait chier mon voisin. J'ai ma garde-robe qui était remplie de super chaussures, super fringues, machin. Mais encore, qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Qu'est-ce que tu as compris de ta vie? Pourquoi tu es venu sur Terre? Bon, t'y retournes. Ouais, là, ma foi, il va falloir s'y retourner pour comprendre. Ouais. Voilà. Alors, il faut peut-être remplir la coquille un jour. Et faire ce qu'il faut pour pouvoir la remplir. Et personne ne la remplira à la place de personne. Et c'est là que rentre en compte la spiritualité. Je veux dire, si on veut vraiment être spirituel, il faut commencer par remplir cette coquille. Faire le bien autour de soi en étant une coquille vide, vous ne le ferez pas longtemps. Déjà pour commencer, vous allez vite être en souffrance parce que vous n'aurez jamais rien qui viendra compenser ce que vous donnez. Qu'est-ce qui va venir faire que vous allez pouvoir donner encore et encore et encore? C'est parce qu'à l'intérieur, vous pourrez toujours puiser ce qu'il faut pour ça. C'est-à-dire que vous êtes rempli à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous remettez plein de choses en question tout le temps.
plein de choses en question, vous vous asseyez pas sur vos acquis, vous êtes toujours en train de vous demander si ce que vous faites c'est juste, c'est pas juste. Comment vous pourriez améliorer ci ou ça, comment vous pourriez être quelqu'un de meilleur. Qu'est-ce que vous avez encore à améliorer chez vous? Donc chaque fois que vous faites ça, vous remplissez, qu'il y a une coquille vide, elle va pouvoir donner de temps en temps. Mais sa sol creux, elle va à un moment donné plus pouvoir le faire. Où elle va puiser cette force. En général, les gens qui donnent aux autres sincèrement sont de toute façon dans la spiritualité. Être spirituel, voilà, mes dieux peuvent être tout sauf spirituel, un prêtre aussi. C'est quelqu'un qui va chercher, bouquiner, philosopher, peut être tout sauf spirituel. La spiritualité, c'est pas ça. C'est être capable de s'aimer et d'aimer les autres sincèrement. Un peu de spirituels sont encore en regard. Ah bah oui, alors là, il y a des athées qui sont beaucoup plus spirituels que des gens croyants. Ça, c'est clair. Ça n'a pas d'importance finalement, la croyance en tant que telle. Justement, on est dans les croyances, on vient avec, et puis si on ne sort pas de ses croyances, on avance. Non. La croyance n'a rien de religieux, Les gens athées parfois ont plus de chance que les gens croyants parce qu'ils peuvent avoir une ouverture que les traditions et la culture qu'on nous a inculquées ne nous donnent pas. Et qu'on va être obligé d'abattre des murs avant de pouvoir commencer à se nourrir de quelque chose d'autre. Quelqu'un qui est athée, il ne s'est jamais laissé enfermer dans quoi que ce soit, donc il est d'office. Après, ce qui peut le fermer, c'est lui-même. C'est l'athéisme absolu. Voilà. Un athée hyper matérialiste, il est ouvert à rien. C'est un peu comme la transmission de génération en génération. Maman, elle faisait comme ça, papa, elle faisait comme ça. Mais ça, c'est des croyances aussi. Ça, c'est très dur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la spiritualité, il y a aussi ça, le fait d'assumer ce qu'on est. Mais assumer ce qu'on est, c'est super dur. Parce qu'on sort du lot, en général. Nos familles n'ont pas fonctionné comme on veut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut déjà trouver le courage de ne pas être tel que les autres veulent qu'on soit. C'est compliqué, parce que quand tu commences à faire ça, tu déçois ton entourage, tes amis, tu ne réponds plus aux critères d'entrée de leur club. Et quand tu ne réponds plus aux critères d'entrée du club, ça peut faire très mal. Et c'est un prix à payer pour être libre. La rupture on ne peut pas s'assumer quand on se force à porter des masques. C'est-à-dire la bonne fille, la bonne sœur, la bonne amie, parce que pour avoir toujours nos potes qui ont telle croyance, tel machin, telle façon de vivre, même si ça ne nous correspond pas, il faut qu'on fasse semblant d'être pareil. Et alors on fait semblant tout le temps. Voilà. Et quand vous faites semblant tout le temps, vous êtes foncièrement malheureux. Vous pouvez jamais être dans le bien-être en faisant que porter des masques à longueur de temps. Mais faire tomber les masques, c'est hyper compliqué. Ça demande un courage incroyable, parce qu'on sait que derrière, il va y avoir des dégâts. Et que ça peut faire mal dans le sens où notre entourage peut réagir super violemment si on ne correspond plus à ce qu'ils pensaient qu'on était. C'est-à-dire qu'ils ont une image de nous qui est souvent déformée. Et on les a aussi aidés à la déformer, puisque par le fait de ne pas, à un moment donné, pas oser dire mais non, mais c'est pas vrai, ce que tu dis, c'est pas moi, tes valeurs ne sont pas les miennes, là je pense que tu te trompes. Mais en faisant le caméléon tout le temps, finalement, on entretient cette erreur-là dans laquelle ils sont. Et le fait de venir dire maintenant ça suffit, stop, on s'y prend toujours très mal en général parce que ça fait des années qu'on a cumulé plein de choses. Et quand on se libère de nos chaises, ça fait chla. Et alors là, tout le monde s'en prend plein la gueule. Les gens ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Ils ont des espèces de furie en face, ils leur foutent plein de vérité à la tronche et eux ils sont là. Qu'est-ce qui lui prend? Forcément, ils nous ont pas vu venir. On a fait ça en sous-marin. On a souffert dans le coin, on n'a rien dit, le ras-le-bol est monté. Puis à un moment donné, c'est une question de survie. Oui. Ou on s'assume ou on crève. C'est ça. On dépérit. Et on n'en peut plus. Donc au bout d'un moment, on explose, on envoie tout voler. Ceux qui veulent rester, ils restent, les autres, ils dégagent. Mais le prix à payer, c'est une certaine solitude. De toute façon, quand on s'assume, quand on est un peu hors norme et qu'on s'assume, on est souvent seul. Ça fait 2 mois que j'arrive plus à les voir, à les supporter. Je ne vois plus,
ça. Mais on est fautif parce qu'on commet une erreur, une grosse erreur, qui est encore une fois due à notre côté Mère Teresa. C'est pas toujours un manque de courage, c'est qu'on a peur de blesser. On a peur en se disant, mon Dieu, mais si je lui dis ce que je pense, elle va pas s'en remettre en face. Donc, allez, stop, c'est pas gentil, je suis pas gentille si je vais aller lui dire vraiment ce que je pense d'elle. Donc on prend, on encaisse, on accumule, et après on en arrive là, où on se dit, ah je peux plus, je veux plus les voir. Ou alors on va leur exploser à la figure et on sera même, on les verra plus. Non, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les vibrations. C'est-à-dire que dans notre famille, si vous êtes plus élevé spirituellement à votre tour, ils ne vous aiment pas. On ne sait pas pourquoi. Dans toutes nos familles, on a des conflits, on ne sait pas pourquoi. C'est pas ça. C'est pas un Dans le gens, ils ne vous aiment plus parce qu'ils sentent quelque chose que vous aimez pas. Une chambre d'hôtel, Vous êtes seul, ça se rend compte. Au moment, ça fait mal quand on fait la blessure, mais après, on est mieux. Vaut mieux avoir mal un bon coup que mal. Et alors, je suis méchante. On est toujours jugé. Toujours jugé. Quand on ne fait pas ce que l'autre attend de nous, on est vite catalogué de méchante. Ça a été mal. Ça amène l'apaisement. Ouais, il y a longtemps que j'ai dépassé ce cas. Plus dans le petit jeu. Mais c'est long, c'est un travail qui est. Là, ça fait. C'est là qu'on voit la sincérité des gens. Parce que si vous changez d'un coup, vous dites stop, si la personne ne vient plus ou ne vous voit plus, c'est qu'elle n'était pas sincère. Voilà, donc finalement, est-ce qu'on y perd à ne plus en... Non, on a fait la lessive. Ça fait du ménage. Ça nous oblige à reposer sur le moment, ça fait mal. aussi. Hein. Sur le moment, ça fait Non, ça fait mal. Et ils reviennent. Ils reviennent parce qu'ils aiment la vérité. Moi, je suis une fille très clash, très sincère, mais il ne faut pas me faire là. Et mais je suis très franche. Aïe, aïe, ça cartonne. Mais ça leur plaît pas. J'ai fait un burn-out il y a 2 ans, puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi ils reviennent. J'ai plus rien à leur dire. Le problème est là. Je suis toujours sociable, mais j'ai plus rien à leur dire. On n'a plus rien à Je me dire. dis, si j'ai plus de temps. Ah non, je vais t'en Alors, j'ai plus de cœur. J'ai plus de cœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, On a déjà assez de soucis de soi-même, c'est de devoir être au-dessus de la parole. qu'on nous accepte comme on dit. Voilà, c'est ça. on est un petit pic, c'est sûr que. C'est pour ça qu'on apprend des choses. Oui, bah c'est ce que, vous voyez, c'est ce qui vient. Je suis en train de vivre une expérience de vie qui vient sur 3 semaines. Il n'y a pas de hasard. Si on essaie Si j'ai pas eu votre connaissance de votre rendez-vous d'aujourd'hui, c'est que je devais vous rencontrer parce que je sais que j'ai des choses à faire. Et en fait, non, le hasard n'existe pas. Comment? Le hasard n'existe pas. Non. C'est un mot qui a été inventé par l'homme pour il faut qu'il mette un mot sur ce qu'il comprend. Voilà. C'est ce qui nous dépasse. Il n'y a pas de hasard. Les rencontres sont jamais fortuites. Rien n'est fortuit. Mais c'est important de s'assumer. C'est important d'accepter qui on est. Mais s'assumer, ça veut déjà dire s'accepter. Voilà. Vous pouvez pas faire ce volte-face par rapport à vos familles, vos amis, etc. si vous n'êtes pas au clair avec ce que vous êtes. Mais tout ça se fait pas. C'est rigolo de toujours avoir une réaction justement négative en face de soi. À partir du moment où on a accepté qu'on était, et dans son intégrité, en face, on n'a que de l'agressivité. Parce qu'on dérange. Voilà. Parce que vous venez faire vaciller leur repère. Oui, voilà. Et eux ne veulent pas se remettre en question. Non, c'est nous qui devons changer. C'est pas eux de changer. Ah bon. C'est là qu'il faut rentrer. Ça, c'est aussi. Moi, je fais des choses difficiles avec ma famille aussi. Mais à un moment donné, il faut accepter qu'on ne peut plus rien changer à la situation. Voilà. Moi, je ne peux pas obliger, les autres à m'aimer. Je ne peux pas les obliger de m'accepter. Voilà. J'aurais beau essayer de batailler parce que j'aimerais garder des contacts avec, en l'occurrence, mon frangin ou ma frangine. J'aimerais ça. Je ne peux pas les obliger à faire ce qu'ils sont pas prêts à faire. Voilà, c'est ça. Donc, à un moment, la seule chose qu'on peut faire, c'est prendre note. Ok, tel que je suis, je ne vous plais pas.
Eh ben voilà. Mais vous n'êtes pas prêt à m'accepter. Je souffre pas. Mais moi, je me donne plus en pâture Ouais. non plus. Ouais. Je ne veux plus continuellement être en souffrance parce que vous êtes incapable de me respecter, parce que vous êtes incapable de m'accepter tel que je suis. Du coup, en général, on se permet beaucoup de choses qui ne devraient pas se permettre. À un moment donné, il n'y a plus d'autre solution que de dire, bon ben, on met de la distance. Moi, je les aime, j'adore mon frangin, je les aime, il n'y a aucun problème, je ne souhaite pas mal, je ne suis pas dans la rancœur, je suis dans rien de ça, il ne faut surtout pas rentrer dans ces émotions-là. Mais il faut être, au contraire, ben oui, il faut prendre note, ok, ils ne m'aiment pas, ils ne sont pas prêts à m'accepter, etc. Mais ils font leur vie, je fais ma vie. Mais ne plus être prêt à faire la concession, de se dire, bah, attends, je vais redevenir comme tu veux que je sois pour que les choses s'arrangent. De toute façon, tout est faux, tout est basé, comme vous le disiez, c'est pas sincère, ce n'est pas vrai, c'est pourri. C'est des relations qui sont archi fausses. Donc finalement, des relations malsaines, il n'y a pas de scrupule à avoir à y mettre un terme. Voilà. On n'est pas dans l'amour. Là, voilà, moi, c'est pas de l'amour. Un amour soumis au conditionnel comme ça, c'est pas de l'amour. C'est de la possessivité. Voilà. C'est un esprit clanique. Si tu veux faire partie de notre clan, il faut que tu répondes à tel et tel et tel et tel et tel critère. Mais il n'y a aucun amour là-dedans. L'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Non, on voudrait nous formater. On ne pourra jamais formater qui que ce soit. Pour formater les gens, on peut formater les gens qui sont vides intérieurement. Ça, c'est vrai. Mais ces gens-là, on n'a aucun problème à les formater. Ouvrez les yeux dans la rue. Prenez la jeune génération. Ils sont en train de tout faire pour ressembler au modèle qu'on leur donne à la télé et leurs parents sont assez cons, je ne peux pas dire autrement, pour les laisser faire. C'est-à-dire, on n'apprend plus à nos jeunes à avoir une personnalité propre. On leur apprend à être un paquet de moutons qui ne réfléchit plus, mais ils vont être des copier-coller à un modèle qu'on leur donne comme étant le modèle à suivre. Donc on leur apprend à être des coquilles vides. Mais c'est une catastrophe, ça. Il y a du travail à faire. Ben, il y a une sacrée prise de conscience à avoir, parce que là, on va tous dans le mur. Il est là le mal, dont vous parliez tout à l'heure. Le mal, c'est pas la mort. C'est pas un bonhomme tout rouge qui a des cornes et qui s'en souffre. C'est que là, la société, elle prend une direction de plus en plus matérialiste où on veut formater les gens pour que ça ne devienne que des consommateurs prêts à écraser leurs voisins. Je le vois au boulot avec les jeunes générations. Enfin, il n'y a pas que les jeunes générations. Il ne faut pas non plus dire que c'est la faute des jeunes. Si la jeune génération est comme elle est, c'est parce que c'est écraser le collègue pour gagner quelques euros de plus pour avoir le dernier portable, le dernier truc. Là, la nouvelle génération, ceux qui ont 20 ans, c'est vrai qu'avec leur coupe de cheveux à la mode, leur machin, leur truc, ils vont dans une direction qui est vraiment particulière, c'est que la société. Alors qu'est-ce qui se passe? On va parler clairement, qu'est-ce qui se passe sur Terre? Il y a un camp, c'est le camp du bien, il y a le camp du mal. Le bien veut que la planète évolue, que l'être humain évolue, qu'on sorte du schéma dans lequel on est, c'est-à-dire d'être dirigé par des gens qui ont plein de pognon et qui vont tout faire pour essayer de conserver le pouvoir. Et le mal, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut qu'on pense que la vie après la mort, ça n'existe pas, qu'on pense qu'à nous, et qu'on devienne juste des moutons qui consomment. Regardez la direction. Il n'y a pas que la France et l'Europe, les États-Unis, tout ça, on voit, c'est catastrophique. Ils ne veulent pas qu'on réagisse. C'est ça le mal, en fait. Ne pas réfléchir, détester l'autre, ne plus se servir de notre capacité à analyser, à décortiquer, et justement ne pas avoir une belle personnalité. Et ne jamais s'enrichir intérieurement. Jamais. Est-ce que tu pourrais déjà commencer à réfléchir et à te dire ça me convient et ça ne me convient pas. Et là où tu veux m'emmener, je n'irai pas. Et si on ne veut pas, on ne veut pas apprendre aux gens à exister vraiment. Moi, j'appelle pas exister, pour moi, c'est pas simplement avoir un cœur qui bat, remplir notre estomac, s'habiller, faire pipi popo tous les jours, c'est pas exister ça. Exister, c'est être capable de prendre une situation et de l'analyser, de la décortiquer, de regarder ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit, bon ben voilà, ça c'est le bien, ça c'est le mal, il faut que tu fasses ça pour être quelqu'un de bien, et puis tu te tais, tu fais ce qu'on te dit, tu réfléchis pas. Non, on a un cerveau, on a des neurones, on a une matière grise qui nous a été donnée pour permettre à notre âme de tirer les cordelettes et de nous permettre d'avancer. Et à l'heure d'aujourd'hui, notre âme, on ne la laisse jamais s'exprimer. On se compte sur des robots. On est robotisé,
On est formaté, on est robotisé, on nous dit comment on doit penser, on nous dit comment on doit vivre, on nous dit comment on doit être. Et le problème, c'est que vous reprenez 3 générations en arrière, ça ne se passait pas comme ça. Maintenant, c'est pas la faute de nos jeunes s'ils sont comme ils sont. Ah non, C'est notre faute à nous, parce qu'on leur a pas appris. Ils sortent d'une génération où il fallait être des gamins sages, où tu emmerdes pas tes parents, t'es collé devant ta télé, t'es collé devant ton écran d'ordi, t'es collé devant ta DS, t'es collé devant ton portable, et puis tu nous fais pas chier. T'as à manger, t'as de quoi te vêtir. Quand est-ce qu'on se met devant une table et qu'on discute de choses de tous les jours, philosophiques ou pas d'ailleurs, mais on permet aux enfants de s'exprimer, puis on les guide comme ça. Si vous ne leur permettez pas de s'exprimer, de leur dire, bah, tu sais, regarde ce qui se passe en ce moment à tel endroit, bah, tu vois, c'est parce que les gens sont comme ci, comme ça. C'est à nous d'aider nos jeunes à décortiquer l'actualité et la société. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme repère, ce qu'on leur donne en pâture? Ils n'ont pas de repère, nos jeunes. Ils sont paumés, nos jeunes. Parce qu'on ne leur en donne pas. Il suffit pas de leur donner à manger, à boire et de les vêtir et de leur donner tout ce qu'ils veulent. On est dans cette société de surconsommation où on leur fait croire que pour être heureux, il faut avoir le dernier iPod, le dernier machin. Mais on s'en fout de ça, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin de dialogue, ils ont besoin qu'on leur explique, ils ont besoin qu'on les aide à se forger une personnalité qui leur est propre, pas un copier-coller avec le voisin. Et est-ce qu'on fait encore ça? Moi, j'ai pas l'impression. Moi, justement, je le fais avec mon petit garçon et je vis une drôle d'expérience. Il a 4 ans et demi et je fais ça, justement. Je fais plein de découvertes avec lui. Et puis, j'ai la jalousie de ma belle-fille. Ma belle-fille, voilà, je dis, moi, je suis mamie, c'est mon rôle, mais en même temps, je prends mon temps. Donc, je fais trop... l'infantilise, qu'elle me dit. C'est votre boulot. Non, mais c'est le boulot d'une mamie. À quel moment on font si c'est pas 4 ans et demi? Mais on les laisse je prends le temps, on les laisse plus être des voilà, enfants. Voilà. Ils sont dans l'immédiateté pour tout. Moi, ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent. On est à terre, voilà, je suis comme vous, assis par terre. C'est génial. Ah bah oui, mais c'est ça l'outil. je chante un Et puis c'est le rôle de la grand-mère. Non, mais notre mamie ne fait pas parce que mamie, c'est... Les grands-parents ne sont pas là pour élever les enfants. Non, mais c'est dur de recevoir des critiques aussi à l'intérieur. Vous faites de ce que vous Ah bah oui, puis après, Vous avez le gamin. Le gamin vous dira merci tout le temps. Quand vous avez le gamin, on n'a pas à vous dire Voilà. ce que vous devez faire avec votre petit-fils. Mais Vous gardez vos petits-fils, les rapports, la relation que vous allez avoir avec votre petit-fils, elle vous est propre. On n'a pas à vous dire quelle relation vous allez avoir avec lui. Alors, elle dit oui, mais tu ne te rends pas compte. Après, moi, il faut que je remette dans... Moi, je ne suis pas maman. Chez moi, il t'inquiète, il va grandir, il va savoir que là, c'est les moments... Non, les gamins font la part des choses. Exactement. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise non, les gamins, ils savent changer de monde, les gamins, ils sont malléables. Ils s'adaptent très très vite. Quand il va venir chez vous, il saura qu'il peut se comporter comme ça. Quand il est chez vous, il saura qu'il peut se comporter comme ça. Il y a Oui, parce aucun qu'elle me souci. dit, oui, mais tu l'écoutes trop. Je dis non, il n'y a pas de caprice chez moi, justement. Et il m'obéit. C'est quoi écouter trop? Ça n'existe pas. Ouais, je l'écoute trop parce que c'est l'enfant d'origine. Non, c'est pas l'enfant d'origine. Ah, l'enfant roi, c'est autre chose. Non, mais je veux dire, pour elle, c'est l'enfant qui a tout ce qu'il le veut fait que je construire. suis ludique avec, pour elle, c'est de la projection qu'elle a de l'enfant roi. C'est-à-dire que je suis permissive. Je dis, je ne suis pas permissive. Non, il y a des interdits. Puis les règles de l'âge, pas forcément les règles. De toute façon, un interdit qui n'est pas expliqué à un enfant, c'est un interdit qui sera transgressé. Qu'est-ce que ça fait vous lui donnez de l'amour, c'est parfait. Ah ben moi, son dernier mon petit garçon, il s'est pendu en Il voit il pas m'a dit, je te donne un coup de d'enfant. Voilà. Vous pouvez poser 10 000 interdits. Ah bah oui. En vous posant une espèce de dictateur, en disant ça, je t'interdis ça. Il va le respecter un temps. Et puis après, il n'y a rien de plus excitant que l'interdit à transgresser. Même pour nous, les Alors que si tu expliques à un enfant pourquoi tu poses l'interdit en lui disant, ben écoute, ça c'est dangereux, si tu fais ça, il peut t'arriver ça, c'est pas pour t'embêter que je ne te permets pas de le faire, mais je te permets pas de le faire parce que tu peux être en danger si tu le fais. Les gens ne sont pas bêtes, ils comprennent très bien. Et ça, c'est un interdit qui va écouter parce qu'il sait que ça ne sera pas un interdit qui sera en forme de sanction. Mais au contraire, il aura appris quelque chose par cet interdit. Sinon, au bout d'un moment, ils vont écouter tant qu'ils ont peur. Quand la peur sera passée, quand la peur du gendarme ne sera plus là, eh bien, ils vont s'en donner à cœur joie.
Mais le dialogue, il y en a, c'est là qu'il y a le problème. Il n'y a pas assez. Moi, j'ai proposé d'aider dans des écoles parce qu'il y a des parents, des enfants défavorisés et tout. Non, il y a un refus total parce que j'ai pas de petits-enfants dans l'école, mais je suis dans le village. Ben, c'est non, on me ferme. Moi, je vais aller ailleurs. Moi, je vais voir ailleurs, je vais taper notre porte, faire raconter, réciter des contes, enfin, des tas de trucs pour éveiller l'enfant à la lecture. Mais voilà, vous avez utilisé le bon mot, l'éveil. C'est-à-dire que l'éveil est complètement. Bah oui. Et de toute façon, regardez ce qui se passe. Est-ce qu'on laisse le temps aux enfants d'être des enfants? Non. Un de ces 4 matins, ils seront à peine sortis de notre bide, qu'on va leur donner un stylo, une feuille de papier, écrivant à l'alphabet. Ils veulent même plus apprendre Mais l'écriture à l'école, non. un gamin a besoin d'être enfant. Il a besoin d'être. Quand vous entendez en maternelle les instits qui vous disent mais il faut responsabiliser l'enfant, mais enfin arrêtez vos bêtises. Moi je me suis pris la tête avec la directrice de l'école maternelle de ma fille à l'époque. Je dis mais ça suffit, dans le mot maternelle, il y a materné, ce sont encore des bébés. Alors si tu n'as plus le droit d'être chouchouté et materné à ce moment-là, quand c'est que tu auras le droit de l'être? Il faut qu'on arrête de priver nos enfants de leur enfance. Regardez les vies qu'ils ont, nos gosses à l'école. 7h30 ils sont à l'école, jusqu'à 6h du soir. Ils ont des journées plus longues que nous. Bon, alors on s'étonne après que les gosses sont hyperactifs, que les gamins n'écoutent rien ni personne, qu'ils sont constamment stressés, qu'on n'arrive plus à en faire cas, qu'ils n'ont plus aucun respect pour les parents. Et pourquoi ils en auraient? Ils se drivent tout seuls, ils se drivent tout seuls. Les parents à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi? Je te récupère à l'école, je te donne ton bain, je te fais faire tes devoirs, aller au lit. Et tais-toi. Voilà. Alors, je ne blâme pas les parents. Il faut travailler, on n'est plus d'avoir de salaire. Sinon, déjà avec 2 salaires, on s'en sort plus. Bon. Ça a été mis en place tout doucement, mais le résultat est le même. Si le week-end, les parents ne compensent pas ce qu'ils ne peuvent pas donner la semaine, mais quand c'est que le gamin, il va pouvoir s'épanouir? Le rôle du parent, c'est aussi de protéger l'enfant. C'est aussi de lui permettre d'être un enfant. C'est pas simplement lui dire je veux que tu ramènes des bonnes notes à l'école, il faut que tu sois sage au périscolaire, il faut que tu sois sage à l'école, tu rentres, tu fais des devoirs et tu tais. Ils ont toujours des ordres en fait. Alors mais oui, mais à quel moment ils vivent? À quel moment on les laisse être ce qu'ils doivent être? Voilà, l'école, la nounou. Jusqu'au moment où ils arrivent à l'adolescence, ça se passe super bien. Regardez autour de vous comme ça se passe bien. Les gosses, les ados deviennent des dégénérés. Ils sont agressifs, hautains, ils ne respectent rien ni personne, ils ont une colère en eux qui est quand même palpable. Ils n'ont qu'à voir les regards, t'as qu'à voir les postures, les qualités. Ces enfants qui sont en perte de repère, ils sont super agressifs, mais ils ont une colère en eux. Mais c'est des gamins, c'est toute une génération de gosses qui ont manqué d'amour, qui ont manqué de discussion, qui ont manqué de repères, et ça donne ce qu'on a là. Et ils sont la proie du pire. Parce que si on t'a pas appris à te construire, si tu trimbales un tel mal-être que tu n'attires rien de bien, qui c'est qui va venir près de ces jeunes, les faire passer pour des bons amis et qui vont les embarquer dans des enfers impossibles à en sortir? C'est notre faute, si nos gosses ils arrivent genre. Et c'est toujours le problème de la coquille vide. Voilà. C'est toujours ça. Parce qu'on pose des priorités, là il ne faudrait pas en poser, qu'on accorde de l'importance à ce qui n'en a pas tant que ça. Et les choses importantes, on les met de côté. Si je peux me permettre, tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est ce que j'ai travaillé avec une psychologue depuis 3 ans. Enfin, ça fait 3 ans, 29. Ah non, mais voilà, il faut poser les questions. Ça fera 3 ans, le 29 décembre, je suis allée la voir en me disant je fais rien, je sers à rien, malgré mes diplômes, et voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne devrais même plus y être. Et maintenant, je ne suis pas encore revenue, Cathy, la vraie, entre guillemets, mais je suis moi, avec mes défauts, mes qualités. Et puis, c'est vrai que la glace, moins il y a de glace et mieux c'est. Je commence maintenant, bon, je ne veux pas dire que je veux me mettre comme ça, non, c'est pas vrai, mais je veux dire, là, j'ai installé des miroirs chez moi. J'ai déménagé, donc je ne suis pas encore installée complètement, mais j'ai mis des glaces. Alors qu'avant, c'est pas de glace, c'était bien. Mais ça, on nous fait croire, on est dans une société de performance, mais on n'est pas censé être performant tout le temps. Vous avez déjà vu des gens qui sont bons en tout et en toute chose. Et on nous apprend à détester nos faiblesses et nos défauts. Mais je peux avoir une réponse, parce que je n'ai pas trouvé encore. Je la devine, mais je ne l'accepte pas encore. Voilà, quand je vais devant des gens, ça a toujours été, je partage,
Ah, mais un peu comme ça sur les sites. Voilà, mais moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quoi. Donc, j'ai toujours été déjà dans la famille canard noir. J'ai toujours été atypique toute petite. Hein, donc, et on me dit que je suis une opportuniste. Voilà, ça c'est le mot qu'on me colle. Ou je suis méchante ou opportuniste. Ah, parce que je vais vers les gens, j'aime les gens. Donc je vais vers eux. Voilà. Alors, pourquoi on me traite d'opportuniste? Alors que j'ai pas de but mercantile, j'ai rien du tout. Je vais vers Non, les gens. mais quand vous êtes ouverte aux autres et que vous allez à la rencontre des autres, vous avez forcément des occasions qui se présentent et que Mais ceux qui ne font pas les mêmes démarches que vous n'auront pas. Voilà. Le fait d'aller vers l'autre, de côtoyer plein de personnes, vous allez avoir des opportunités. Que ceux qui restent cloîtrés dans leur truc et refusent de voir l'autre toujours comme un ennemi n'auront jamais ces opportunités. Donc vous avez une palette de choses, de choix qui La s'offrent à vous. jalousie, la méchanceté. Vous n'avez plus qu'à faire à faire le bon choix, Voilà. et vu d'un œil extérieur de quelqu'un qui est totalement à l'opposé de vous, il va prendre ça pour de l'opportunisme. Pourquoi? C'est d'ailleurs un faux mot qu'ils utilisent, ils savent que c'est pas ça, mais c'est de la jalousie. Parce que vous allez avoir des occasions que n'auront pas. Voilà. Et qu'ils aimeraient avoir, mais ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour. Voilà. C'est l'histoire du beurre et de l'argent du beurre. Ouais. On aimerait bien être comme les autres, mais faire le travail qu'il faut pour l'avoir, on ne peut pas. Combien de fois, moi j'ai des gens qui me disent oh, j'aimerais bien être comme toi, tu as de la chance de côtoyer les entités, tu as de la chance d'être un canal, tu as de la chance de faire des sorties de corps, tu as de la chance de côtoyer des êtres de lumière. Mais tu veux ce qui va avec? Est-ce que tu es prêt à vivre tout ce que j'ai vécu, à faire tout le travail que je suis encore en train de faire et que je ne cesserai jamais de faire jusqu'à ce que je repars? Tu es prêt à le faire? Non. Alors voilà. Elle ne peut pas vous enlever. Non. Ça sert à... De toute façon, être envieux, c'est d'une bêtise sans nom. N'envie pas. Si tu as envie d'être ce que l'autre est ou tu as envie d'avoir ce qu'il a, donne-toi les moyens d'être pareil, d'avoir ce qu'il a. Ça sert à rien d'être envieux et puis de rester chez soi à ruminer et puis à... Ben non, mais vas-y, bouge-toi. Fais ce qu'il faut pour. Alors là, c'est tout le problème, c'est qu'on ne veut pas. On veut avoir la même chose sans rien faire. Et après, dans ce que vous disiez tout à l'heure, dans le fait que, en fait, on fait toujours la même chose, parce que quand nous, on comprend, on passe à autre chose, c'est vrai aussi. Mais dans le fait, ce que je disais, que, en fait, aller quelque part, j'ai exactement le même problème, je pense qu'il y a des gens ici aussi. Bon, voilà, c'est sur vous qu'on va aller voir, sur vous qu'on va raconter, on va se poser là, ah, tu sais, puis ça va pas, ah, puis ça va. Moi, quand j'ai vu ma psy, je me dis, bon, voilà, on est vraiment dans l'alliance thérapeutique, parce qu'on peut vraiment appeler ça une alliance thérapeutique, parce qu'il n'y a pas d'amitié, mais c'est, voilà, ça passe, quoi, ça passe. Et je lui dis, mais pourquoi moi? Pourquoi quand je vais quelque part, on vient, ah, tu sais, ça m'approche quand je vais devoir divorcer, ah, tu sais, j'ai, bon, ok, j'ai pourquoi, il y a des moments, j'ai des pressentiments, puis par là, il se passe quelque chose, j'ai dépendu mon père. Bon, il est décédé maintenant, mais il n'est pas mort ce jour-là. Le jour de ses 40 ans, il s'est pendu. J'avais 15 ans. Il n'y avait rien qui disait que mon père il allait se pendre. Je veux dire, il avait perdu son boulot. Pour lui, c'était je vis sur les allocations alors qu'il touche le chômage. Enfin, je veux dire, mais avant, c'était pas comme maintenant. Le travail, c'était important. Voilà. Bon, mon parrain qui est décédé il y a peu de temps s'est pendu la veille du décès de ma grand-mère. Il appelle chez moi, il dit moi, si tu veux passer, la porte sera ouverte. J'étais en arrêt de maladie. J'ai dit, ah merde, monte, on va chez eux. Voilà. Je ne sais pas, mais on doit y aller. C'est obligé, il faut qu'on y aille. Alors, on ira ce soir. Non, je dis maintenant. Si tu as un contrôle, je dis, contrôle ou pas contrôle, on y va maintenant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis arrivée là, il y avait la peur de la hauteur, enfin, le vertige, voilà. Et il avait mis un tabouret, il était monté sur une table dans la véranda, il avait mis une chaise, il avait passé la corde, il était en train de se pendre. C'est moi qui l'ai défendu. Je veux dire, là, il est décédé, paix à son âme. Il a été euthanasié à l'hôpital de Lens. Je lui ai fait un massage cardiaque. Le médecin interne m'a poussé en me disant, mais madame, vous n'irez pas contre notre avis. On a choisi de lui mettre fin à la vie. Si vous n'arrivez pas, on fait une piqûre. Je lui ai dit, mais attendez, j'ai une brevet de secouriste. Il a pleuré dans mes mains. Il m'a dit, écoute, Cathy, je ne veux pas mourir. Et l'infirmière qui m'a dit, il vous reste 3 minutes. Je lui ai dit 3 minutes. Je ne comprends pas, parce que vous me dites, j'en ai parlé à ma psy, parce que je me suis dit, on va me prendre pour une cinglée. Je suis allée voir le greffier de la maison de la justice de Lens et tout ça, parce qu'en fait, mon père, malheureusement, et à son âme, comme je dis toujours, il y a plus de 72 000 € de dette. Donc, ça s'appelle une euthanasie financière, pour ceux qui ne savent pas. C'est officieux, enfin, c'est officieux, mais ça existe. Donc, quand on n'a plus d'argent, comme il y a plus mutuelle, il y a tout ci, il y a tout là, il y a déjà plus de 20 €, plus de 20 000 €
d'hôpital en 5 jours, c'est rentré pour un fémur cassé, il est sorti des doigts. Alors que l'opération s'est bien passée, on a mis une prothèse. Ah ouais, c'est chaud, hein. On m'a appelé le 25, je verrai tout, jamais de ma vie, ma vie est opérée des yeux. On m'a appelé le 25, je partais chez le chirurgien à Lille. Et puis elle me dit, vous faites quoi? C'est quand même personnel, puisqu'elle vient de demander ça. Je dis, je vais voir un chirurgien pour passer quoi votre question? Et elle me dit, est-ce que vous allez passer voir M. Druel aujourd'hui? Je dis oui, comme d'habitude. Alors elle me dit, ah bon? Je dis, pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas? Ah non, on se verra. C'était pour jamais. On se verra tout à l'heure. Ah ok. Je vais avec ma fille à Lille, je reviens, on part à Lens, je prends ma mère, qui est la sœur de mon parrain. Donc il reste ma mère, moi et mon frère. On est qu'à 3 avec mon parrain qui est décédé. Et l'opération s'est bien passée, les 3 jours qu'on suivi nickel. Là, il est toujours en salle de réanimation, avec le masque d'oxygène, il est en 96 de saturation, donc on se dit, on va dire c'est le top, mais 96 c'est bien. Sa tension était à 10,5, c'est pas le top, mais moi il y a peu de temps j'étais à 9, je veux dire c'est bien quand même. Il parlait correctement et tout, et puis il y avait le masque quand même à oxygène pour dire de respirer. Et elle me dit, vous voulez qu'on enlève le masque? Je lui dis oui, je dis moi j'ai un masque aussi pour dormir pour la nuit du sommeil, je sais que c'est pas marrant, on comprend pas quand on parle, c'est quand même intéressant si on peut l'enlever, mais moi je dis si ça gêne, on ne fait pas. Et puis, ah si, elle me dit, mais attendez, donc elle est partie, elle est revenue, elle a fait une piqûre dans le cathéter, et puis elle me dit, vous avez 3 minutes. Moi je me suis dit 3 minutes, après elle me remet le masque. Ce qui aurait été normal. Et puis elle se met à côté. Je dis, excusez-moi, on ne peut pas avoir un peu d'intimité? Je dis, on est cette famille, donc voilà quoi. Elle me dit non. Comment ça non? Elle me dit non. Monsieur Druel, vous savez, vous êtes malade? Alors, je dis oui, parce qu'il était pris du cœur depuis des années. Alors elle lui dit, vous savez que vous êtes pris du cœur? Ça fait des années. Je vois ma médecin tous les 15 jours, je fais des prises de sang toutes les semaines, je vois mon cardiologue tous les mois. Alors elle dit oui, est-ce que vous savez que vous allez mourir? Il y a des larmes qui vont monter aux yeux. Je l'ai regardé. Alors là, parce que moi, quand je suis très calme. Quand ça pète, ça pète. Hein. Donc ça me faisait sourire tout à l'heure. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que vous racontez là, quoi? C'est quoi de votre délire, quoi? Je dis, parce que là, j'ai l'impression d'être tout sauf dans la réalité, quoi. Elle me dit, mais madame, la décision a été prise. Je dis, attendez. Il n'y a pas un papier à rentrer que s'il lui arrivait quelque chose, c'était lui qui décidait de ce qu'on devait faire. Auquel cas, s'il était plus conscient, c'était moi la première personne de confiance. Deuxième personne, ma mère. Je lui dis, il est conscient. Comme vous et moi, j'y parle. Il me dit, oui, madame. Elle dit, vous savez, il y a déjà plus de 20 000 € de frais avec la prothèse, et monsieur n'a pas de mutuelle, n'a pas de CMU, n'a pas... Attendez, vous me parlez argent, alors que là, on est devant un cas où la personne est vivante, opérée certes, mais pas mourante. Je dis, aussi bien que vous et moi. Je dis, là que j'ai commencé à m'énerver. Et elle me dit, comment? C'est pas de l'euthanasie, c'est un assassinat. Elle m'a dit, elle dit à mon parrain, M. Druel, vous avez votre soeur et votre nièce qui est là, dites-leur ce que vous avez à leur dire. Et il me regarde et il me dit, mais je ne veux pas mourir, je ne veux pas partir, je veux rester. C'est l'euthanasie pas autorisée en France. Mais Bah, l'euthanasie, les yeux remplis d'eau, le fond, écoutez, il m'a serré la main et tout, et elle me dit, il me dit, fais quelque chose, Je lui dis, écoutez, vous vous débrouillez, vous faites une piqûre, vous faites ce que vous voulez, mais je ne veux pas que vous faites ce que vous avez fait, mais c'est trop tard, c'est fait. La décision a été prise, c'est tout. Alors, Ils l'ont opéré. Le collège des médecins, ça. mais sans lui informer, sans lui poser la question. S'il n'avait pas de maladie, Non, il faut ce qu'ils veulent, monsieur, avec le coroner. Ah oui, on mon met des père numéros aussi, dessus. on met nous a des numéros compris dessus. sur dire Je vous promets qu'il y a... Elle a mis trop cher à la société. Elle a commencé à débrancher, donc le cardiogramme, tout ça. Je dis non, mais on rebranche tes appareils tout de suite parce que là je vais péter un câble. C'est clair que. Alors je vois, attention, 10, 5, 9, 8, 7, 6. Je dis, mais il part. Mais elle me dit, madame, c'est ce que je viens de vous dire. Il reste que 1 ou 2 minutes. Mais je lui dis, non, mais attendez, je dis, j'ai réussi quoi. Alors, ça s'est passé comme ça, mais moi j'ai mon brevet de secouriste. Après, je veux dire, quand on calcule pas. Non, mais je veux dire. Vous rattraperez jamais ça. Non, mais je veux dire, on calcule pas. C'est instinctif. Il était même pas allongé, parce que normalement, il faut être allongé complètement. Il était aux 3/4, mais j'ai pas capté, parce que j'étais tellement. J'ai commencé à lui faire un massage cardiaque, son cœur il remonte à 60, tension qui remonte. Alors je me suis dit, bon là, il ne faut pas que je lâche, là c'est bon, c'est reparti. Et là, il y a un interne qui est arrivé, il m'a poussé, il m'a dit, madame, si vous continuez comme ça, je vous fais une piqûre, et vous allez savoir ce que c'est. On a pris la décision, pas d'acharnement thérapeutique, c'est comme ça, et ça ne sera pas autrement. Ça n'a rien à voir avec
la chirurgie. Je me suis reculée, bon, forcément je me suis écroulée. Il m'a regardé, il avait. Ses larmes sont parties, comme si je le vivais encore maintenant. Ils m'ont attaché la main, où il y avait sa perfusion, il y avait la main bleue. J'ai même dit, excusez-moi, vous n'avez même pas de respect, je viens de décéder. J'ai voulu attacher la main comme, je sais pas quoi, il est serré, j'ai dit, oh c'est pas grave, maintenant ça peut rien arriver, est-ce que vous en savez qui s'en rien? Je dis, vous allez m'enlever ça tout de suite. Je dis, vous allez m'enlever ça tout de suite, et vous allez leur faire un pansement correct. Je dis, comme quelqu'un qui est en soins. Mais pas, j'ai ligaturé, je dis, comme un lapin qu'on va prendre, et puis voilà quoi. Elle lui a fait le pansement, donc le sang il a circulé parce que la main est redevenue blanche. Et il y a un petit jeune, bon, ça c'est pas de sa faute, il est arrivé avec une carte suivant les ordres du chef. Mais madame, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée, une carte pour aller voir un psychiatre, parce que, ben oui, tu as assisté à ça, maintenant, va te soigner, quoi. Va te soigner, mais je dis, mais attends, je dis, excuse-moi. Je lui ai dit tu, parce que quand c'est comme ça, voilà, ça passe au-dessus. Mais j'ai dit, excuse-moi, j'ai rien à te reprocher à toi, mais j'ai dit un petit peu trop marrant, j'ai dit ton chef là. Je dis, ils font la piqûre, et après il vient avec sa petite carte en disant, si tu as mal au cœur, va parler, va expliquer ton cas. J'ai dit, il faut arrêter quoi. J'en ai parlé à mon psy que je vois, et mon psy m'a dit, vous savez, quelqu'un qui est pris du cœur, vous va vous mettre un peu de Valium, vous allez être tranquille. Quelqu'un qui est pris du cœur, ça ne prend même pas 3 minutes. Et je vous assure que le médecin traitant n'a toujours pas, depuis le 25 juin, le compte rendu médical de l'hôpital. Il ne l'aura pas. Et alors, le problème, c'est qu'avec les 72 000 € de dette, il faut justifier les assurances de mort naturelle. Donc moi, je suis allée en service de réanimation. Et je ne suis pas les prénoms, pas trop, mais je suis très physionomiste. Vous pouvez me mettre tous et je vais vous dire, ça c'est elle et ça c'est lui. Et je suis arrivée, elle me voit timide. Wow, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah, pourquoi vous n'allez pas bien? Elle me dit, bah si, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à rien vous dire? Ah, je dis, si, c'est pas en tout cas sa casquette. Mais je dis, je ne suis pas venue pour ça. Bah, vous êtes venue pourquoi? Un certificat de mort naturelle, madame. Pardon? Je dis, oui, un certificat de mort naturelle pour les assurances. Ah, mais bah, de toute façon, là, on est occupé, donc ça ne sera pas possible. Je suis allée 4 fois, j'ai appelé 2 fois, j'ai écrit 2 fois. Et j'ai eu, alors, le certificat d'acte de décès, normalement, c'est monsieur un tel décédé telle date, à telle heure, en présence de telle et telle personne. Là, c'est monsieur Trouvel décédé le 25 juin à 18h40, reconnu par monsieur un tel le 26 juin. Et je me suis dit, c'est qui ce gars-là? Je vais aller voir sur Internet, c'est le responsable de la mort. Alors, je dis, là, ils ont fait fort. Le responsable de la mort reconnu le décès de mon père la veille. J'ai dit, le mec, ça déjà, il est fort. Et la lettre de mort naturelle, c'est écrit, monsieur Trouvel, est décédé de mort naturelle à l'hôpital de Lens. Le graphique là, on m'a dit, c'est parce que là, vous n'avez pas d'argent. Mais moi, je serais fou, j'attaque. Je dis, moi, c'est pas l'hôpital, j'en veux pas à l'hôpital, j'en veux à cette infirmière, et j'en veux à ce médecin. Parce que je dis, ça serait vous, vos enfants, n'importe qui, t'as pas de sous, bah, piqûre et puis ciao, bye. Et pourquoi? Alors, quand j'ai raconté ça à ma psy, elle me dit, mais bon, pour ma vie, c'est un beau idéologie. Parce que vous racontez, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre sur les 5 sens et le 6e sens. Faire travailler les 6 sens. Et c'est parce que je viens de vivre un truc aussi, et j'ai dit, tiens, à votre âge, il faut faire ceci, il faut faire cela. Puis le 6e, eh ben, c'est que maintenant, on a le droit au vaccin anti-grippe à 65 ans, gratuit. Et puis à 70 ans, 75 ans, on va avoir sa lettre en disant, voilà, ça c'est mon histoire, c'est le scénario que j'ai fait par rapport à l'histoire de mon père, que j'ai vécu comme vous, par rapport à ça, qui revenait trop cher à la société alors qu'il avait l'argent à lui. Il n'y avait pas de dette. Et il n'avait pas fait le don de Et ben, j'ai les Bon, dons ça va, on va avoir notre piqûre gratuite pour ce. Ben oui. C'est ça, c'est une manifestation du mal, c'est-à-dire quand on considère que l'argent a plus de valeur que l'être humain. Ouais, moi je l'ai vécu. C'est Ça, je l'ai depuis Comment m'expliquez-vous que, ça me fait mal au cœur quand je le vis. Après, je me dis, je suis contente parce que quand j'ai défendu mon père, quand j'ai défendu mon parrain, là, j'ai un tas de diplômes. Là, je suis en train de faire un truc, je suis auxiliaire de vie scolaire pour enfants handicapés. Je vais passer mon concours en B, donc je veux dire, c'est tout nouveau pour moi. Il y a 3 AVS dans le collège, c'est nickel. Il y en a une qui a des soucis, c'est moi. Je suis retombée sur un cas où le gamin, bon, il se passe des trucs, je peux pas les faire. Vous avez une mission. Ouais, Je dis à la psy, je lui dis, c'est ça, écoutez, expliquez-moi pourquoi. On dirait que j'ai 80 ans. On me dit, t'es avec qui plus que ta grand-mère? Parce que j'ai connu ça. Et je dis, je ne fais pas exprès. On dirait qu'on me dit, tiens, voilà, ça c'est ton boulot, et fais-le. Je le fais parce qu'en
en fait, je veux dire, c'est avec mon cœur. Je veux dire, mon parrain, il y avait sa maison, il y avait des... C'était horrible à nettoyer, nanana. Je veux dire, j'ai toujours tout fait de bon cœur, j'ai jamais rien demandé, j'ai jamais attendu qu'on me donne, tiens, un franc, là, enfin, voilà quoi, c'est parce que c'est mon cœur, c'est, voilà, j'y peux rien, comme vous disiez tout à l'heure, ça m'a fait sourire. Et je dis, même le gamin, là, il a des problèmes, c'est plus fort que moi. On me dit, mais t'embête pas avec ça. Mais je peux pas, et je peux pas fermer les yeux. Et j'étais obligée, et la psy m'a dit, Vous me dites pourquoi les autres n'ont pas ce que moi j'ai, pourquoi elles ça se passe bien et pas moi. Vous venez d'avoir de parce que je peux pas fermer les yeux. Parce qu'elles font comme ça et que vous êtes incapable de faire comme ça. C'est pas que les handicapés qu'elles ont n'ont pas de problème, c'est qu'elles se foutent du problème qu'ils ont. Exactement. Et la grosse différence entre elles et vous, c'est que vous en foutez pas. Leur problème, ça devient presque les vôtres. Ah oui, ça devient les miens. Voilà. Mais C'est pas qu'elles ne non, rencontrent pas de cas problématiques, c'est qu'elles s'en foutent. Elles sont payées pour faire un taf, elles font leur taf et le reste, c'est pas leur problème. Voilà. Après, on vous Ouais, mais répond alors. elle vit bien avec ça, moi, je Ça dépend des gens qui n'ont pas de conscience. Mais quand vous êtes une coquille vide, quand vous êtes une Bah, coquille vide, qu'est-ce qui peut bien vous poser problème? Vous avez une conscience quand vous êtes une coquille vide. Votre conscience, c'est quoi? C'est votre propre bien-être matériel, le reste, vous en foutez. Les coquilles vides, c'est ça. Qui c'est qui a euthanasié, là? Pas assassiné, mettons les bons mots, l'euthanasie en France est interdite. L'euthanasie, moi je suis infirmière, j'étais, je suis bien heureuse. Ils font, parce qu'ils l'ont fait à mon frère. Mais Évidemment qu'on le fait, mais l'euthanasie n'est pas Ils mauvaise disent, en le tout mot, sens. c'est même pas l'euthanasie, parce qu'ils n'ont pas le droit de le prononcer. Mais non. Mais le mot est usé. Voilà, c'est tout simplement. Mais c'est Mais l'euthanasie. quand vous êtes avec Ah. quelqu'un qui est en fin de vie et qui souffre pire qu'un chien, Oui. que en tant que le médical n'a plus aucune solution pour cette personne, je ne vois aucun mal à permettre à cette personne de partir dignement si elle le souhaite. Si elle Avez-vous le regardé le souhaite. reportage à Capital il y a 15 jours sur l'euthanasie? C'était J'ai vraiment beau à arrêté regarder. de regarder ce que je lis la télé, je la regarde dans le Mais je vous assure que c'était beau. Et c'est un débat qui va Mais oui. relancer là d'ici 15 jours la loi, parce qu'en Belgique le font et en Suisse. Et je peux même vous dire que le professeur s'appelle Lossignol en Belgique. Oui, Ils le font. c'est pas Mais, quelque chose de mauvais, il faut que ce soit hyper cadré. Tout à fait. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on met les patients dans une situation ingrate, puis on met le personnel soignant, puisque ça, c'est pas des soignants, c'est des gens foutres, des cons, et tout ce que vous voulez, dans des situations de souffrance. Parce qu'on aide les gens comme on peut à ce qu'ils partent dignement, mais on le prend sur nous, on le fait, hein, on prend tout ce qu'on nous met à disposition, et on pourrait le faire 1000 fois mieux si c'était légalisé, si c'était cadré, et qu'on nous permettait d'avoir le bon protocole, le bon produit pour que la personne ne traîne pas pendant des jours. On a quoi à l'heure d'aujourd'hui à se mettre sous la main? De la morphine. Quand les gens vont pas bien, on fait quoi? On augmente les doses, et on appelle ça des mordignes. La morphine, vous savez que ça entraîne des insuffisances respi, que ça entraîne des hallucinations, qui c'est pas des éléphants roses qui voient. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que c'est pas légalisé et cadré, qu'est-ce qu'on a d'autre au jour d'aujourd'hui pour aider quelqu'un à partir plus vite? Rien. Je vous le dis, on n'a rien. Voilà. Mais là, on n'est pas dans de l'euthanasie. On est dans de l'assassinat. On n'est pas dans du soin. Mais c'est terrible. C'est quoi le soin? C'est un peu comme les SS. Les SS faisaient en expérimentation. Donner un meilleur soin. Il y a parfois des expérimentations qui sont faites sur Mais ça. vous voyez jusqu'où ça va d'être déshumanisé? Vous voyez jusqu'où ça va d'être une coquille vide? On atteint un stade d'ignominie qui est quand même... Et on n'a pas fini, hein, je vous le dis, hein, ça va aller crescendo. Et au-delà de ça, moi je dis que par rapport à la personne qui est décédée, je veux dire, elle ne peut pas partir en paix. En paix. Comment voulez-vous qu'elle soit en Voilà, paix? c'est ça. C'est pas possible. Je veux dire qu'il y a ça aussi, on voit le côté aussi sur Terre, ce qui se passe, mais je veux dire, il faut penser aussi à cette âme-là qui est partie, qui est errée. Non, mais ils ne veulent pas penser à l'âme, parce que pour eux, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Mais par contre, quand je peux me permettre, c'est que bon, chez mon mari, il y a eu un tas de choses, parce que j'ai jamais été fouillée, je suis pas comme ça, mais là, il a bien fallu pour les papiers, malheureusement. Et j'ai retrouvé un calepin où il y avait des prières, tout un tas de trucs. Et il y avait, parce que je me suis opérée du cancer l'année passée, au mois d'avril, et où il y avait noté Seigneur, prends ma vie, mais laisse la vie de Cassie, parce qu'elle a sa vie, elle a 7 ans. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas été donné ma vie, sa vie par, entre guillemets, est-ce qu'on ne lui a pas pris sa vie
ou me laisser la mienne. Ça serait quoi Dieu s'il marchandait une vie contre une autre? C'est un Dieu? C'est un enfoiré. Dieu, s'il fait ça, c'est un enfoiré. On peut tous arrêter de l'idolâtrer et de l'aimer, parce que s'il fait ça, il vaut pas mieux que la dernière raclure humaine. Dieu ne marchande pas la vie d'un autre, d'une personne, contre une autre personne. Dieu ne marchande pas l'amour. Dieu, ce n'est pas un Dieu de punition ou un Dieu vengeur. Ce n'est pas quelqu'un qui vous aime à condition que. C'est pas ça, Dieu. Quand votre heure sera venue, vous pourrez faire ce que vous voulez. 10 personnes pourront mourir pour vous, ça ne change rien, vous partirez. Si ce n'est pas votre moment, parce que vous n'avez pas fini ce que vous êtes venu faire, mais que vous avez juste une leçon de vie à tirer de votre maladie, ben vous vous en sortirez. Et c'est jamais de penser des choses comme ça. Dieu, c'est une boule d'énergie et d'amour infini. Il ne va jamais rien faire de mal à qui que ce soit. Le mal, on se le fait soi-même. On n'a pas besoin de lui. Il n'est pas là, votre oncle n'est pas parti pour que vous puissiez vivre. Ça n'aurait pas marché, c'est un deal qui ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quand on tombe malade, par exemple, vous qui avez un cancer, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi à un moment donné, la maladie a pu s'ancrer en nous. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire, cette maladie-là? Très souvent, c'est quand on emmagasine beaucoup trop de choses en nous, des non-dits, des souffrances qu'on tait, et qu'à force de taire, eh ben, elles vont bien se couler à quelque part. Notre corps nous donne des signes et on les ignore complètement, parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on est dans l'oubli. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, s'oublier, c'est une chose à ne pas faire, parce que vous en paierez la facture tôt ou tard. À s'oublier, on se maltraite, à se maltraiter, on se détruit, et un jour ou l'autre, ça craque, et les dégâts sont irréversibles. Tels que vous me voyez, je sais de quoi je vous parle. Je me suis oubliée pendant des années, mon corps m'a dit stop, 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 j'en peux plus, mon mental m'a dit arrête, 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 arrête. J'ai dit toi tu te tais et toi tu te tais. Je n'ai pas le choix, il faut que je continue. La machine est lancée, la locomotive c'est moi, il y a 5 familles qui vivent de tout ce que je fais derrière. Tu te tais et tu fonces et tu souffres en silence. Jusqu'au jour où mon corps m'a dit maintenant je t'emmerde. Tu ne m'écoutes pas, tu me fais souffrir, tu ne veux pas t'arrêter, tu ne sais pas comment t'arrêter, tu ne veux pas t'arrêter, mais je t'arrêterai. Parce que tu as autre chose à faire, ma fille. Tu perds ton temps, tu es une infirmière libérale, tu bosses 15 heures par jour, tes semaines c'est 110, 120 heures de boulot, mais tu vis plus. Ta médiumnité, t'en fais quoi? L'éveil des gens que tu es censé faire, tu le fais quand? Jamais. Tu es noyé dans ta vie. Alors oui, j'avais 5 familles qui vivaient de mon boulot. Oui, je ne pouvais pas faire ce que je voulais, parce que si moi j'arrêtais ou si moi je décidais de lever le pied, il y en a qui perdaient leur taf, et que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et bien mon corps à un moment donné m'a dit ça suffit. Et je me suis retrouvée paralysée au fond de mon lit, tout le bas du corps ne marchait plus. Hernie discale foudroyante, paralysante, paf, 39 ans. Et maintenant t'analyses ça comment? T'analyses ça comment? C'est bien fait pour moi. Voilà. Ça faisait 2 ans. 2 ans que j'avais des signes, des messages qui me disaient freine, freine, tu te trompes de chemin, c'est pas bon ce que tu fais, t'es trop en souffrance, on va être obligé de t'arrêter, il va t'arriver malheur, arrête, ne nous oblige pas à en arriver là avec toi. Et je n'ai rien écouté parce que je ne savais pas comment faire, c'est pas que je ne voulais pas, je ne savais plus comment me sortir de là. Et je me suis retrouvée paralysée et je peux vous garantir que j'ai des lourdes séquelles. Mais c'est ma faute. C'est ma faute, j'ai pas su faire, j'ai pas su entendre. Et à un moment donné, à force de ne pas s'entendre, ben voilà, le corps il craque, on n'est pas des machines indestructibles. Et tout ce qu'on ne dit pas, pourquoi je me suis fait mal au dos? J'en avais plein le dos. J'ai perdu 24 kilos en 1 an et demi, la dernière année, je ne digérais plus rien. Je disais souvent, mon boulot me fout la gerbe. La mentalité des gens me fait vomir. Et ma propre famille me faisait vomir. Ben ouais. Tout ce que je mangeais, je ne digérais pas. C'est le digestif qui a pris. Et ça veut dire quoi quand on ne digère plus? Parce que je disais rien, j'encaissais, j'accumulais.
Mais à un moment donné, quand on arrive à avoir des cancers, ou être paralysé au fond de ton lit, incontinent, tout ce que tu veux, tu sais plus marcher, tu sais plus pisser, tu sais plus rien faire, tu as des douleurs qui n'en finissent plus, et tu as une petite fille, et puis tu as plein, voilà, tu dis c'est pas possible, parce que dans mon merdier j'emmène tout le monde, je veux pas que ma fille me voie comme ça. Rien. Tu fais quoi? Mais tu, à un moment donné, où tu pleures, où tu te regardes le nombril et tu te dis mais pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi? Puis au bout d'un moment, tu te regardes en face et tu te dis finalement c'est une autre chose, c'est moi. Parce que si ça m'était pas arrivé, j'aurais jamais arrêté. C'est ma porte de sortie. Merci mon corps de m'avoir fauché en plein moment. Tant pis, tant pis. Les douleurs que j'ai tous les jours, le pied que je ne sens plus, toutes ces douleurs neuro que j'ai une vessie spastique, j'ai des fois j'ai des douleurs dans la vessie qui me plient en deux, oui j'ai tout ça. C'est des bons garde-fous. Parce que si j'avais pas tout ça, j'ai eu des problèmes financiers, peut-être que je serais repartie tête bêche dans mon ancien taf pour me sortir de ce merdier financier. Mon corps m'a empêché de le faire. Je ne peux pas en vouloir à mon corps, parce que s'il en est là et qu'il me donne tout ça, c'est parce qu'il est en train de jouer un rôle de garde-fou avec moi. Et s'il le fait, c'est parce que je ne lui donne pas le choix. Et s'il a craqué, c'est parce que je ne me suis pas aimée. J'ai donné aux autres, je me suis complètement oubliée, je ne me suis pas aimée une seule seconde. Et jusqu'à ce que je mourrais, je n'aurais de cesse de dire aux gens de ne surtout pas faire la même chose. C'est couillon qu'il ait fallu que j'en arrive là pour comprendre. C'est couillon qu'il ait fait que j'en arrive là pour dire aux autres je me fous de ce que vous pensez de moi. Je suis médium depuis toute petite, j'ai toujours vécu ça caché. Parce que peu de fois où j'ai essayé d'en parler, on m'a traité de psy, va voir un psy, nanana, t'es déséquilibré, t'es faible, t'es instable, t'es tout ce que tu veux. Donc, tu dis rien. Et bien les jours où je me suis retrouvée paralysée, je me suis dit, regardez. La vie est trop courte. Je suis comme je suis. Si j'arrive un jour à me relever, si je vous plais, c'est bien. Si je ne vous plais pas, passez votre chemin. Moi, j'ai perdu trop de temps. La vie est trop courte. La vie est trop courte. Moi, je veux la bouffer à pleines dents et je veux faire ce pourquoi je suis venue. Et je me fous que je plaise ou pas. Ah bah voilà. Même par rapport à la médiumnité, combien me disent oh oui, mais si tu abordes tel sujet, si tu fais pas de contact avec les défunts, tu rempliras pas les salles. Et je dis souvent, je préfère avoir une personne motivée, qui sera à l'écoute et qui sortira de là en ayant pris de ce que je lui ai dit, en réfléchissant dans les jours qui suivent à tout ce qu'elle a entendu, qu'avoir une foule de gens dans la salle qui s'en foutent royalement de ce que je dis et qui viennent juste pour un contact avec un défunt derrière. Et toute la première séance, on s'en fout. Alors, je peux me permettre, j'ai encore un questionnement qui je rebondis. C'est que ce que vous dites, là, je l'ai vécu. Et puis, je suis en train de vivre, comme Molière l'avait décrit, misanthrope. Parce que voilà, j'ai envie de gerber sur la méchanceté des gens, à tout. Je gerbe mon environnement. Donc, je deviens misanthrope. Oui, mais la solitude, c'est le prix. Mais la grande solitude, c'est-à-dire, je suis seule. Je suis seule, alors on me regarde, et encore une fois, le jugement. T'as un sale caractère, comment se dit que tu ne fais pas ta vie t'es égocentrique. Mais alors, qu'est-ce leur donne le droit mais voilà. vous parler comme ça? Alors, en fait, Ils n'ont pas le droit de vous parler comme ça. Si, non, je le dis qu'ils n'ont pas le droit. Il y en a qui a le droit de juger, c'est celui de là où je dis tout le temps. Je suis Elle n'a pas le droit de se permettre de juger. Non, le problème, c'est que, c'est que je suis devenue misanthrope. Donc, ce que je fais, je peux rester des jours enfermés sans parler à personne parce que, voilà, je gerbe sur tout ça. Voilà, mon seul réconfort aujourd'hui, voilà. Alors aujourd'hui, je cherche ma voie parce que il y a mon petit garçon. Mais voilà, je crois que ma boucle, elle n'est pas bouclée puisque je suis là. Donc j'ai une quête. Moi, je pense que quand on est, justement, ça rejoint le débat d'aujourd'hui, c'est la spiritualité. Je pense que de base, on est spirituel. Voilà. Quand on voit le constat de la planète, on ne peut pas être bien avec tout le monde. Voilà. Chacun, moi j'ai remarqué, moi depuis mon plus jeune âge, bon, moi je ne suis pas médium, mais toujours différent. Pas écouter la même musique, pas vouloir lire les mêmes trucs et machin, t'es mis à l'écart. Moi, quand j'ai rencontré Christelle, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, tout ça, que
Moi j'ai vécu un peu comme vous avez raconté tout à l'heure, moi j'ai vécu des apparitions fantomatiques. Ouais, J'en ai parlé à ma mère, elle m'a demandé si j'étais pas rentré dans une secte. ouais, voilà, on ne croit pas Non déjà. mais c'est forcément au boulot quoi, je peux en parler à personne parce que les mecs qui s'intéressent au football, Ouais, voilà, l'argent, ouais. pas forcément quel argent, parce que j'ai des collègues qui sont pas forcément matérialistes, mais ils s'intéressent pas à la vie après la mort, pour eux ça n'existe pas. Alors moi, Donc à qui on parlait? tout à l'heure, bah voilà. Nous on connaît personne, on emménage dans la région depuis un Alors an, moi, on ce qui connaît m'est personne. arrivé, c'est que j'aurais jamais dû On vit venir dans au notre monde. coin. Il n'y a que notre copine qui vient du territoire Belfort, Ouais. parce que Christelle vient de là-bas, mais ici on connaît personne. La famille, tout ça, tout le monde m'a rejeté. Bah, moi, je suis rejetée aussi, et le problème, je l'ai dit en préambule tout à l'heure, c'est que je n'aurais jamais dû venir au monde, mais grâce à un guérisseur. Donc oui, mais déjà à partir de là, je le sais parce que ma mère me l'a rapporté. Mais donc déjà là, je dis que je suis déjà pas dans la normalité à la base, à la naissance. Et depuis, ça a été mon cheminement, mais je me dis que ce guérisseur, bon, je sais pas, je connais les circonstances de ma naissance, mais en même temps, je pense que quelque part, c'est pas ce guérisseur, mais je me dis voilà, je voudrais trouver un chemin pour sortir de ça, un guide qui m'aide à trouver ma voie, parce que je suis dans l'errance quand même. Je me sens dans l'errance là aujourd'hui, parce que je me dis bon. Alors je me suis remis en question, je dis bah, c'est moi qui ai vraiment un problème, puisque c'est moi qui ai un problème parce que je vais à droite, pouf, voilà, je réagis comme Christelle, et tac. Alors on me regarde comme un zombie, comme un extraterrestre, comme une éthérée, il y a plein de superlatifs. Puis, et bon, du coup, qu'est-ce que je fais? Des jaloux, des ci, des là, bref, on dénigre. Si j'avais pas de l'estime de moi, si je m'aimais pas, je crois que je diminuerais dans mon estime et puis je perds tous mes repères. Et je me dis,